On est des humains, donc on n'est pas à l'abri de temps en temps de faire une erreur. Moi, ça m'est arrivé déjà 2-3 fois depuis quasiment 7-8 ans que je suis dans la crypto. Si quelqu'un a ta seed, les 12 et 24 mots, rappelle-toi que c'est un peu le mot de passe maître. Donc quelqu'un qui a ta seed, en fait, a accès à tout. Mais ce qui a vraiment changé, entre guillemets, ma vie, c'est l'airdrop de Curve. Et du coup, j'étais très bien placé dans leur airdrop et donc j'ai reçu un sacré paquet de tokens. La blockchain, c'est un endroit où on peut voir tout ce qui se passe. Donc, si tu as l'adresse de quelqu'un, tu peux suivre en temps réel ce qu'il fait. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Face à des marchés financiers qui restent ultra volatiles, beaucoup d'investisseurs ont jeté l'éponge et ont tourné le dos aux cryptos. Pourtant, il existe un segment qui est en plein essor, lui, c'est la DeFi, la finance décentralisée sur laquelle je reste toujours très bullish. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si 2/3 des banques américaines l'utilisent déjà, selon une dernière étude de Paradigme. Les rendements sur la DeFi sont bien réels, mais avant de penser rendement, il faut penser setup, portefeuille, sécurité, on, off, ramp, gestion des risques. Un univers où la moindre erreur peut coûter cher et où beaucoup oublient de poser des bases solides. Et moi, le premier, j'en ai beaucoup souffert à mes débuts. Dans cet épisode, je reçois Pascal Talarida, investisseur et formateur dans la DeFi. Il est formateur à l'école de la blockchain à l'IRA. Il nous partage son approche ultra concrète pour démarrer dans la DeFi. Comment choisir ses plateformes on-off-ramp, quelle wallet utiliser selon son niveau, comment sécuriser ses investissements dès le départ et pourquoi commencer simple et structuré est la meilleure arme pour réussir dans la durée. Pascal parle sans filtre avec une expérience terrain et une volonté de rendre accessible un sujet qui peut parfois sembler complexe. C'est une vraie masterclass pour toi, pour te lancer dans la DeFi avec méthode et sérénité. En particulier cet épisode aujourd'hui où on va vraiment commencer au niveau 0 de la DeFi. Donc si c'est ton cas, prête attention, ça va t'intéresser. D'autres sessions un peu plus poussées, un peu plus élaborées sur d'autres stratégies plus risquées peut-être et peut-être plus complexes seront présentés aussi par Pascal sur cette chaîne et d'autres plus concrètes aussi, d'autres sessions qui seront proposées aux membres du Hub, mon groupe privé. Alors c'est un bon moment je pense pour rejoindre le Hub si c'est pas déjà le fait. Investisseur avec un s40.com/hub HUB pour poser ta candidature. Allez sur ce, on attaque notre conversation avec Pascal sur la DeFi, c'est parti. Hello Pascal, bienvenue de retour à nouveau sur le podcast Investisseur 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là pour parler, comme on l'avait déjà anticipé, on avait déjà prévu le coup, de faire une série sur comment faire du rendement dans la DeFi au travers de plusieurs épisodes en partant. Israël, c'était une super bonne idée que tu as eue de partir de niveau 0, et ça sera l'épisode d'aujourd'hui quand on connaît rien, on veut vraiment commencer à faire du rendement dans la DeFi, comprendre comment ça fonctionne jusqu'à des techniques un peu plus élaborées par la suite. Comment est-ce que tu veux qu'on démarre? Quel est le setup peut-être que tu penses qu'il faut avoir en tête pour commencer à faire du rendement dans la DeFi? On va commencer par ça. Donc peut-être aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de parler des outils, des sites, bref, de l'environnement qu'on doit mettre en place pour se préparer. Après, quand même, pour un peu teaser, peut-être à la fin, on va parler d'une petite stratégie vite fait, bien fait. Mais ouais, la base, c'est bien évidemment le setup. Et puis ensuite, ce que je te propose, c'est qu'à chaque session, on explique un mécanisme et on voit une stratégie associée à ce mécanisme. Par mécanisme, en fait, j'entends services financiers comme le prêt, l'effet levier, ce genre de choses. Et puis voilà, je pense que ça donnerait un bon petit bagage à ceux qui veulent au moins tester. D'abord, peut-être quelques petites warnings entre guillemets. Donc tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, c'est pas du tout un conseil, ni en investissement, ni en quoi que ce soit. L'objectif, c'est vraiment purement pédagogique. Je veux vous montrer comment moi je fais les choses, comment j'imagine les choses, comment je gère mes stratégies et tout. Et pour ceux qui voudraient s'y essayer, ce que je recommande, c'est de ne pas brûler les étapes. Je sais qu'on a tous envie de vite gagner de l'argent et de vite faire des stratégies un peu compliquées, et que c'est peut-être un peu chiant, on va le dire, hein, au début, de faire des stratégies pas très intéressantes, mais d'expérience, donc ça fait longtemps que je commence enfin que ça fait longtemps pardon que j'accompagne des gens, que je les forme, comme si je travaille à l'IRA où du coup on forme des gens à la DeFi. Et donc mon expérience c'est ça, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Et donc tout ce que je vais montrer aujourd'hui, ça, y a pas de souci, mais par contre ce que je montrerai ensuite, il faudra vraiment prendre le temps de maîtriser tout ça et puis petit à petit monter en puissance.
Du coup, je vais te partager mon écran. Donc, je vais t'expliquer l'environnement qu'il faut mettre en place pour du coup faire de la DeFi. Alors, la première chose qu'il faut, c'est ce qu'on appelle du on-off ramp. Alors, on-off ramp, c'est un mot un peu un anglicisme. C'est tout simplement l'endroit à partir duquel tu vas du monde fiat, donc les euros, les dollars, au monde crypto. Donc, moi, j'en utilise plusieurs. La première catégorie, ce sont tout simplement les exchanges centralisés. Donc, pour ça, tu as Coinbase, Binance, etc. Alors, personnellement, moi, je recommanderais d'utiliser Coinbase et Binance. Les deux sont accessibles depuis la France. Alors, comment on fait pour faire son on-off ramp? Il faut tout simplement, en fait, envoyer un virement sur un IBAN que Coinbase ou Binance vont vous donner. C'est la solution la moins chère. Il faut éviter d'utiliser les cartes de paiement. Je sais que beaucoup de solutions proposent d'acheter de la crypto avec des cartes. On peut le faire pour s'amuser, pour tester avec 50 euros. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a un paiement par carte, il y a ce qu'on appelle des processing fees, donc des frais pour faire toute cette opération qui sont assez élevés, qui vont de 2 à 5. Donc, il vaut mieux passer par le virement, même si c'est un peu plus long. Donc ça, c'est la première possibilité. Maintenant, ce qui est peut-être moins connu par ton audience, ce sont en fait les services qui permettent aussi de faire du on et off ramp. Alors, tu as ce qu'on appelle des courtiers ou brokers en anglais. Alors, moi, celui que je recommanderais, il y en a plusieurs, mais c'est Mon Pèlerin. Alors Mon Pèlerin, voilà leur site. En fait, c'est un courtier du coup, suisse et alors eux, c'est assez simple. Il faut tout simplement leur envoyer un virement, pareil à l'IBAN qu'ils te donnent. La petite différence avec, Coinbase et Binance, c'est que tu n'as pas à ouvrir de compte. Sur Coinbase, il faut que tu ouvres un compte, que tu fasses ton contrôle d'identité et cetera et cetera et ensuite tu vas déposer l'argent sur ton compte. Et ensuite, une fois que tu as reçu les euros sur ton compte Coinbase ou sur ton compte Binance, il va falloir que tu les convertisses en crypto. On verra après les différentes cryptos de base qu'il faudrait avoir. L'avantage sur Mon Pèlerin, c'est qu'en fait, tu vois, tu peux choisir par exemple d'envoyer des euros et tu peux décider directement de la crypto que tu veux acheter. Donc, je trouve que c'est assez pratique. Par contre, il y a l'envers du décor. C'est bien sûr beaucoup plus cher que de passer par Coinbase ou par Binance. En fait, tant que, c'est sur des petits montants, par exemple 100 euros, 400 euros, c'est gratuit. Tu vois, par exemple, là, je veux acheter ce qu'on appelle de l'EUR-C. Je t'en parlerai un tout petit peu plus tard. Mais en gros, l'EUR-C, c'est de l'euro sur la blockchain. Donc c'est comme de l'euro, mais directement sur la blockchain. Et tu vois qu'il y a pas de frais. Tu envoies 400, tu reçois 500. Par contre, si je veux acheter pour 600, tu vois qu'il y a 8 euros qui sont prélevés parce qu'en fait, il y aura une commission de 1,3. Alors c'est dégressif. Plus tu achètes, des montants importants, par exemple ici 60 000 euros, et plus la commission sera dégressive jusqu'à 0,9. Ça reste quand même élevé, surtout quand on fait de la DeFi, on fait du rendement. Donc pour quelqu'un qui voudrait spéculer, c'est-à-dire acheter du Bitcoin et gagner de l'argent sur la variation de prix du Bitcoin. C'est pas dramatique de perdre 0,9%. Le Bitcoin peut prendre 0,9% juste dans les quelques minutes. Par contre, lorsqu'on fait une stratégie de rendement, on va essayer de générer du rendement sur ces euros, sur ces dollars et qu'on va gagner 10, 15, 20, 30% par an. Bon, bah forcément, déjà, perdre 0,9% à l'entrée, c'est un peu problématique. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Maintenant, une autre chose que tu as peut-être remarqué, c'est que, en fait, il n'y a pas besoin de contrôle d'identité, donc pas besoin de KYC pour des montants qui sont inférieurs à 500 francs suisses par jour, 15 000 francs suisses par mois. Et donc, il suffit tout simplement, je vois, par exemple, si je veux acheter pour 900 euros, je peux le faire directement. J'ai juste à laisser mon numéro de téléphone. Donc, c'est assez pratique, surtout pour ceux qui ont envie de garder leur vie privée, du coup. Par contre, si c'est pour des plus gros montants, tu vois qu'il va falloir faire un contrôle d'identité. Donc, concrètement, tu montres pas de blanche, qui tu es, où est-ce que tu habites, et cetera, et cetera. C'est un service qui est donc en Suisse. Alors, il y a d'autres services qui sont similaires. Par exemple, tu as Rialto Bridge qui fait aussi la même chose. Alors, le site, le site, eh ben, forcément, c'est pas le premier lien. Donc, Rialto Bridge Crypto, voilà, c'est celui-là, rialtobridge.xyz font plus ou moins la même chose que mon pèlerin. Après, tu as d'autres solutions qui sont des solutions un peu intermédiaires entre la banque et la crypto. Donc moi, celle que j'utilise, c'est Monerium, mais tu en as d'autres. Tu as aussi Zen, donc zen.com. Tu as aussi WireX, Holyheld, etc., etc. Alors, ces solutions, en fait, elles vont mélanger compte bancaire, carte bancaire et crypto. Donc, par exemple, sur Monerium,
que tu as donc ici. Donc, c'est monerium.com. Monerium, c'est, je trouve, la solution la plus élégante. Concrètement, quand tu crées un compte Monerium, Monerium va te créer un IBAN à ton nom. Alors attention, Monerium n'est pas une banque. Monerium est ce qu'on appelle un émetteur de monnaie électronique. Donc, c'est quelque chose qui est régulé du coup en Europe. Donc, Monerium sont en Europe. Et donc, c'est un peu comme PayPal. Si tu veux. En fait, c'est exactement comme PayPal. C'est la même licence que PayPal, la licence de e-money. Donc, tu reçois ton propre IBAN. Et la petite magie, c'est que lorsque tu reçois un virement sur ton IBAN, en fait, tu ne reçois pas des euros, tu reçois un stablecoin euro qui s'appelle l'euro E. Et donc, c'est assez magique puisque bah, tu peux dire aux gens, bah, tiens, envoie-moi des euros sur mon IBAN. Et toi, automatiquement, tu reçois l'équivalent en euros sur la blockchain sous forme du coup d'EuroI sur différentes blockchains. Donc moi, c'est une solution que j'adore pour faire mon off-ramp. Je fais très peu de on-ramp, mais je fais surtout du off-ramp. Pourquoi? Parce que ben, ils permettent aussi d'avoir des comptes pro. Et donc, pour une entreprise qui pourrait, par exemple, qui voudrait payer ses salaires ou ses taxes, etc., et qui a que des cryptos, comme c'est le cas du coup de mes boîtes, ben, en fait, je paye mes salaires avec des euros I. Je spécifie l'IBAN de l'employé, par exemple, qui doit recevoir ses euros, et lui, automatiquement, il reçoit des euros. Donc, Monerium, super solution. En plus, c'est assez rapide pour envoyer de l'argent. Ils sont juste lents pour te créer ton compte, parce que, bah, pareil, faut faire le contrôle d'identité et tout et tout. Après, il y a d'autres solutions dont je t'ai parlé. Il y a par exemple WireX. Alors WireX, c'est un peu pareil que Monerium. La seule différence, c'est que lorsque tu vires de l'argent sur l'IBAN que WireX te crée, en fait, tu ne reçois pas de l'euro sur la blockchain. Ça reste des euros. Donc, en fait, tu as un IBAN avec des euros que tu stockes. Et ensuite, un peu comme avec Coinbase ou Binance, du coup, les exchanges, tu vas devoir acheter des stablecoins. La petite différence avec Coinbase et Binance, c'est que eux, ils vont te créer une carte. Alors, tu vas avoir des cartes virtuelles ou des cartes physiques que tu vas pouvoir ensuite utiliser pour dépenser, du coup, ton argent dans la vraie vie. Un que j'aime particulièrement et que j'utilise beaucoup en ce moment, qui est un concurrent de WireX, c'est Rolling Held. Pareil, tu charges ta carte avec des cryptos, tu as un IBAN depuis lequel tu peux faire des virements et tout et tout. Et enfin, la dernière solution que j'aime utiliser, c'est Zen.com. Alors eux, ils sont un peu plus côté bancaire que côté crypto. Donc c'est pas exactement comme WireX et Holy Held qui sont vraiment, ou Monerium, sont vraiment concentrés sur la crypto. Eux, c'est plus un compte bancaire classique avec la particularité que tu peux déposer des euros, des dollars depuis de la crypto. Donc, tu peux envoyer des Ethers, des Bitcoins, des USDC et ça récupère directement, enfin, ça charge du coup ton compte en crypto. Et après, tu as un compte multi-devise, un peu comme Revolut. Tu peux faire des virements, etc., etc. Tu as une carte aussi bancaire aussi. Donc, ça, tu vois, ce sont différents services que tu peux utiliser pour on-ramp, donc envoyer de l'argent depuis le monde réel, entre guillemets, vers la crypto, vers la blockchain, ou off-ramp. Alors, une fois que tu as du coup cette solution, il te faut bien sûr ce qu'on appelle un portefeuille, donc un wallet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille? Qu'est-ce que c'est qu'un wallet? C'est en fait un logiciel qui va te permettre de ce qu'on appelle signer des transactions. C'est-à-dire quoi signer des transactions? Il faut savoir que dans le monde réel, du coup, tu as un IBAN, donc c'est l'adresse que tu utilises pour recevoir de l'argent. Bon, bah, dans le monde de la crypto, tu as la même chose qu'un IBAN, c'est ce qu'on appelle une adresse publique. Donc l'adresse publique, c'est un peu comme un IBAN, c'est une suite de caractères qui est très compliquée à retenir. Et sur la blockchain Ethereum, parce que principalement un DeFi se passe sur Ethereum, donc je vais surtout parler de l'écosystème Ethereum, ça commence toujours par 0x. 0x, et puis après, tu as des chiffres et des lettres, etc. Bon, ça, c'est donc l'équivalent de ton IBAN. Lorsque tu fais un virement depuis ton compte bancaire, ben, on va te demander de valider le virement. C'est en gros une sorte de signature. Bon, ben, comment on fait pour signer, donc pour valider des transactions avec ton wallet? Ben, tu vas utiliser ce qu'on appelle la clé privée. La clé privée, alors désolé, j'ai pas d'accent sur mon clavier, donc attends, je peux le mettre en français. Ouais. La clé privée, ça commence aussi par 0x, c'est un peu plus long qu'une clé publique. En fait, la clé privée, c'est l'équivalent de ton mot de passe, c'est l'équivalent de ta signature, bref. C'est la chose la plus sensible. Et donc, on reviendra un peu après sur la sécurité. Donc, c'est la chose la plus sensible de l'écosystème crypto qui te permet du coup de signer tes transactions pour dire, bah oui, je veux bien envoyer de l'argent à un tel, ou je veux bien faire cette transaction, déposer de l'argent à droite, à gauche, etc. Alors maintenant, des wallets, tu en as plusieurs. Alors nous, pour la DeFi, on va en utiliser principalement 3. Alors je vais te parler de 2 de ces wallets et le troisième, je t'en parlerai beaucoup, beaucoup plus tard parce que c'est plutôt dédié à une audience un peu plus expérimentée.
et qui parce que t'as certains niveaux de sécurité puis des niveaux de complications à l'utilisation qui sont bien sûr différents. Donc le premier wallet que je recommanderais, c'est ce qu'on appelle un wallet qui est dans le navigateur internet. On appelle ça un browser wallet ou enfin je sais pas s'il y a un nom particulier. Et donc il y en a un seul que je te recommande, enfin que je te recommande, qu'il faut vraiment utiliser, c'est Rabbi.io. Alors Rabbi.io, je crois que je l'ai ici, voilà, c'est ici. Rabbi.io. Alors, c'est quelque chose de très important aussi. Je me permets de faire une petite parenthèse. Lorsque l'on investit dans la crypto, le plus important, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de garder son argent. Et donc, garder son argent, ça veut dire qu'il va falloir comprendre les risques, savoir ce que l'on fait. Mais il y a un petit truc qu'il faut surtout prendre en considération, c'est la sécurité informatique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de très mauvaises pratiques de sécurité informatique a beaucoup de chances de se faire pirater, de perdre tout simplement son argent. Alors, il y a plein de notions de sécurité à avoir. La toute première déjà, c'est lorsque l'on navigue sur internet et que l'on utilise du coup certains services sur internet, il faut à chaque fois que l'on s'assure que l'on soit sur le site, le site qui est correct. Alors il y a plusieurs manières pour le faire. Déjà, toujours bien revérifier que l'adresse sur laquelle on est, ce soit la bonne. Et il faut aussi tout le temps mettre en favori les adresses qu'on utilise. Donc mettez en favori Rabbi.io, mettez en favori Binance, etc. Comme ça, si un jour par mégarde vous cliquez sur un mauvais lien, vous verrez que tiens, c'est pas le site que j'ai en favori, donc a priori je me suis trompé, j'ai cliqué sur un faux lien. Autre chose également, quand des fois on n'est pas vraiment sûr de savoir si on a cliqué sur le bon lien ou pas, allez voir comment ça s'appelle sur Google, c'est pas la bonne idée. Par exemple, si je tape Rabbi Wallet, oups, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Alors attends, je relance ça. Historique recently close, voilà. Donc si je vais sur Google et que je tape Rabbi Wallet, le tout premier lien, c'est le lien officiel. Sauf que il y a des hackers, des gens qui en veulent à votre argent, qui des fois vont créer un faux site et vont le faire apparaître en première position sur Google, tout simplement en créant un lien sponsorisé. Donc faites très attention, des fois, si vous utilisez Google, vous pouvez vous faire avoir parce que le premier lien peut être le mauvais lien. Alors bien sûr, Google travaille à nettoyer ce genre de problème quand ça arrive, mais on n'est jamais trop prudent. La meilleure des choses à faire pour moi, c'est plutôt d'aller directement sur Twitter, donc X du coup, d'aller directement sur la page du projet. Alors, attends, parce que comme j'ai changé le clavier maintenant, les Q et les A sont inversés. D'aller sur la page du projet et alors bien sûr, de temps en temps, les pages des projets peuvent se faire hacker et de cliquer directement sur le lien du projet. C'est la meilleure manière d'être sûr qu'on est sur le bon site. Bon, ça, c'est du coup une petite parenthèse là-dessus. Donc, Rabbi Wallet, comme tu vois, on peut le télécharger sur mobile, on peut le télécharger sur bureau et surtout en extension. Donc, ce que je disais, c'est que nous, on va avoir besoin d'extension, même si l'application bureau est aussi pratique. Et je pourrais te le montrer d'ailleurs après plus tard, enfin si on a le temps, mais déjà, concentrons-nous sur l'application, l'extension. Donc on va télécharger l'extension et ça ressemble à quoi? Alors ça ressemble à ça se met, du coup tout en haut, le petit lapin qui est ici et donc ça ressemble à ça, donc hop, tu as, donc ton adresse en haut, alors ça j'expliquerai plus tard ce que c'est, l'argent que tu as sur ce wallet, tous les réseaux que tu peux utiliser. Après tu as plein de petites fonctionnalités. Il y a rien qui est intéressant là-dessus, à part peut-être Approval, mais ça on verra ça une autre fois. Donc la seule chose qu'il y a à retenir, c'est que ça ressemble à ça et ensuite, ça va te permettre du coup de signer des transactions. Par exemple, si je veux envoyer de l'argent, je vais sur Send, là je peux mettre, je sais pas moi, n'importe quelle adresse. Attends, parce qu'il faut que je change le clavier. Voilà, par exemple, cette adresse-là, et je peux envoyer, par exemple, 3 USDC à cette adresse. Et donc, pour l'envoyer, du coup, je signerai avec ma clé privée. Euh, Où est-ce que j'ai laissé? La clé privée, quand tu es sur Rabbi, est-ce qu'elle elle est enregistrée automatiquement? Est-ce que tu conseilles de garder ça ou pas en fait? De garder l'automatisation en fait que Google fait quand tu enregistres un mot de passe qu'il a enregistré ou de systématiquement de le nettoyer et de reprendre vraiment faire un copier-coller sur un bloc-notes. Est-ce que tu as une pratique par rapport à ça, quoi? Alors, c'est une bonne question. Donc, effectivement, quand tu crées un portefeuille, un wallet pour la première fois,
En fait, le wallet va te proposer 2 choses. Soit de créer une adresse, toute vierge, une toute nouvelle adresse, soit d'importer une adresse. Alors comment on fait pour importer une adresse? En fait, il faut importer la clé privée ou autre chose qui s'appelle la seed. Alors, qu'est-ce que c'est que la seed? La seed, en fait, c'est une suite de mots. Ça peut faire 12 ou 24 mots du dictionnaire, du coup, anglais. En fait, l'acide, il faudrait que on peut comparer ça à une sorte de mot de passe suprême. Tu sais, des fois, sur certaines applications, certaines banques, tu as le master mot de passe et puis ensuite, tu as des mots de passe un peu plus faibles. Par exemple, le master mot de passe, c'est vraiment le mot de passe qui te permet d'aller, enfin, de quasiment tout faire et tu as des mots de passe un peu moins sécurisés, qui te permettent de faire peut-être juste quelques actions. Donc j'essaie de faire ces analogies, simplifiées pour pas rentrer dans les détails techniques qui, je pense, intéresseront pas les gens qui débutent. Bien sûr, après, on peut toujours creuser. Et donc l'acide, c'est donc un master mot de passe, donc c'est 12 ou 24 mots. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 12 ou 24 mots peuvent ensuite générer plusieurs clés privées. Donc c'est un peu comme si l'acide, c'était ton compte maître et à partir de ton compte maître, tu pouvais créer plein de petits sous-comptes, donc plein de, différents clés privées, donc plein de mots de passe qui vont, gérer différentes adresses publiques. Donc rappelle-toi que pour chaque adresse privée, tu as une adresse publique qui est associée. Donc en gros, c'est plusieurs IBAN, plusieurs mots de passe, mais qui sont tous créés à partir de cette espèce de master mot de passe. Donc lorsque tu veux importer un compte que tu as déjà, les wallets, donc Rabby ou les autres, mais là on prend l'exemple de Rabby, vont te demander soit d'importer ta clé privée, soit d'importer ta seed. Par exemple ici, pour créer un nouveau mot de passe, pour créer un nouveau wallet, je clique ici sur la petite icône en haut en plus, et donc là il va me proposer plusieurs choses. De créer une toute nouvelle seed phrase, d'importer une seed phrase, d'importer une clé privée, ou de connecter différents wallets dont on va parler juste après. Donc, pour l'exemple, si je crée une nouvelle seed phrase, donc je débute dans la crypto, c'est la première fois que j'en crée une, donc je vais cliquer sur créer une seed phrase. Alors, il faut bien comprendre, donc ça c'est écrit, hein, que si je perds ma seed phrase, donc c'est un mot de passe que je perds, personne ne pourra le retrouver. Donc, je peux pas faire mot de passe oublié, etc. Donc ça, c'est une des premières difficultés de la crypto. La seed phrase, la clé privée, si on perd l'accès, on ne peut plus accéder à ses cryptos. De la même manière que si quelqu'un accède à notre seed phrase ou à nos clés privées, c'est en fait quelqu'un qui a accès à tous nos mots de passe. Et là, il n'y a pas de 2FA, de SMS ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui a accès à ces informations privées, du coup, peut récupérer toutes nos cryptos. Donc là, par exemple, tu vois, ce sont 12 mots. Alors là, Rabbi me fait un petit truc que moi, personnellement, je ne recommanderais jamais. Il dit, tiens, il faudrait que tu copies cette seed phrase et que tu la colles quelque part pour que tu puisses. Alors attends, c'est pas Telegram que je dois ouvrir, hein, donc c'est plutôt texte edit, voilà. Ah OK, texte edit, c'est bon. Et donc, il me dit, donc Ravi me dit: «Ah tiens, copie-colle ta clé privée et puis garde-la quelque part, en sécurité sur ton ordinateur ou quoi que ce soit». Alors je trouve que c'est une très, très mauvaise pratique. Pourquoi? Parce que, après tout, peut-être que ton ordinateur est infecté par un petit virus, qui pourrait regarder ce que tu copies-colles. Donc c'est, d'ailleurs, je crois que très récemment, il y a Windows qui a dit: «Attention, il y a un virus qui se balade sur, Windows, qui du coup, peut attaquer les wallets des gens» et une des spécificités de ce virus, c'est du coup de regarder ce que tu as copié-collé. Donc c'est bien dommage puisque, si tu copies ta clé privée et qu'ensuite, quelqu'un a accès à ce que tu as copié-collé, bon, forcément, il a accès à tes 12 mots. Donc je recommande de ne surtout pas faire de copier-coller, vaut mieux les, taper à la main. Ensuite, les taper à la main et les garder sur son ordinateur, c'est aussi une très mauvaise idée. Alors pareil, il pourrait y avoir des, keyloggers, donc des virus, pareil, qui regardent ce que tu tapes sur le clavier. Mais surtout, une fois que c'est sur ton ordinateur, pareil, un virus pourrait scanner les fichiers que tu as et voir: «Ah tiens, il y a ce fichier avec 12 mots», enfin bref. Donc la meilleure chose à faire, c'est de les stocker ailleurs que sur l'ordinateur que tu utilises, au quotidien. Alors ça peut être, par exemple, sur un bout de papier. Le problème d'un bout de papier, c'est que ça peut se perdre, ça peut se brûler, ça peut se déchirer, ça peut se enfin bref. Donc pour juste la journée ou les 2-3 jours qui suivent la création de ton lettre, c'est peut-être pas mal. Maintenant,
quand on va commencer à avoir beaucoup plus d'argent sur ces portefeuilles, c'est pas une pratique qu'il faut. Alors il y a plein de solutions. Par exemple, il y en a qui font de la gravure sur des pièces de métal. Donc tu as des sociétés qui vendent des pièces de métal avec plein de petites lettres et tu peux assembler les lettres pour recréer du coup ta seed phrase. Au moins, c'est quand même plus difficile à perdre, à brûler et tout et tout. Alors après, si tu veux, il y a des choses que je peux pas te dire parce que l'une des règles de base dans la sécurité, c'est de ne pas dire comment toi tu sauvegardes tes choses. Faut pas que tu donnes cette information publiquement. Donc moi, je te dirai malheureusement pas comment je fais pour sauvegarder tout ça, mais il y a des common practices, des bonnes pratiques à faire. Et donc, comme je t'ai dit, l'une d'elles, c'est de ne pas stocker ça sur le même ordinateur que tu utilises. Idéalement, de les stocker sur un ordinateur ou un téléphone que tu n'utilises plus, qui n'a plus accès à Internet, bref, ce genre de choses. Sur des trucs gravés, ça peut être aussi gravé dans un coffre en banque, hein. Encore une fois, tout dépend du montant que tu as sur ton portefeuille. C'est clair que quelqu'un qui a 1 000 $ va peut-être prendre moins de précautions que quelqu'un qui en a 10 000, 100 000 ou 1 million. Bref, ça, c'est à vous d'utiliser votre logique, de regarder un peu sur ChatGPT et tout. Quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour sauvegarder du coup tout ça. Bref, donc ça c'est sauvegarder. Et là, comme tu vois, Radri me propose d'ajouter plusieurs comptes. Donc ça, ce sont tous les sous-comptes dont je te parlais. Par exemple, tu vois, je pourrais ajouter 5 comptes. Donc chacun de ces comptes, chacune de ces adresses, chacune de ces clés publiques qu'on parle aussi d'adresse, a une clé privée. Et donc la clé privée de cette adresse me permet de signer les transactions sur cette adresse. Alors là aussi, ce que je recommande en termes de sécurité, c'est de ne pas utiliser qu'une seule adresse. Alors bien sûr, quand on débute, on va pas en utiliser 20 parce qu'on va vite être perdu. Au début, s'entraîner avec une seule adresse, ça sera largement suffisant. Mais au fur et à mesure que l'on gagne en compétences et que l'argent que l'on gère augmente, il faut à tout prix utiliser plusieurs wallets. Alors combien, je sais pas, tout dépend de votre organisation, de votre paranoïa, mais je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il en faut plusieurs. On est des humains, donc on n'est pas à l'abri de temps en temps de faire une erreur. Une erreur, c'est-à-dire cliquer sur le mauvais lien, signer la mauvaise transaction. Ça peut arriver d'être fatigué, même quand tu as beaucoup d'expérience. Moi, ça m'est arrivé déjà 2, 3 fois depuis quasiment 7, 8 ans que je suis dans la crypto. C'est arrivé à des gens encore plus expérimentés que moi. C'est arrivé à des développeurs de Ethereum. Il y a 2, 3 ans un développeur qui travaille dans la formation Ethereum qui s'est fait aussi avoir. C'est arrivé à des gens très connus de l'écosystème. Enfin bref, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et donc la meilleure des choses en fait pour moi, c'est déjà en termes de là, c'est plus du risque, de gestion de risque financier, c'est de diviser son capital sur plusieurs adresses. Comme ça, s'il y a un problème sur une adresse, au moins, eh ben, on n'aura pas, ça sera pas contaminé aux autres adresses. Maintenant, il faut bien se rappeler ce que j'ai dit, c'est que toutes ces adresses-là, elles ont toutes des mots de passe différents. Donc si quelqu'un a ta clé privée ou si tu as fait une bêtise avec cette adresse, l'argent que tu as sur tes autres adresses ne pourra pas être volé. Par contre, si quelqu'un a ta seed, les 12 et 24 mots, rappelle-toi que c'est un peu le mot de passe maître. Donc quelqu'un qui a ta seed, en fait, a accès à toutes tes adresses. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est en fait non seulement d'avoir plusieurs adresses, donc peut-être 5 ou 10, mais aussi 5 ou 10 seeds différents. C'est-à-dire d'avoir une seed que tu réutilises peut-être sur une ou deux adresses, pas plus, et plusieurs seeds. Du coup, ça, tu vois, ça demande déjà un peu plus d'organisation. Mais encore une fois, là, on parle de lorsque tu commenceras à gérer des centaines, voire des millions de dollars, tout ce que je vous souhaite. Au début, on va pas s'emmerder, on va juste utiliser une seed, 2, 3 adresses, et puis c'est tout. Tout ça, ce sont des choses qui pourront être mises en place, du coup, plus tard. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, parce que Ouais. pour moi, il y a la master seed, c'est celle qui commande vraiment tout ton wallet, enfin ton wallet et toutes les adresses que tu vas créer ensuite après. Euh, et et par contre, il y a des sites, enfin il y a des adresses. Donc l'adresse c'est l'accumulation d'une clé privée qui est publique, hein, si je comprends bien. Et Ouais. tu peux créer des seeds, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, des subalternes, qui sont celles que tu crées à partir de ta master seed. Mais là, sur le dernier point que tu mentionnais, tu conseilles que la master seed elle-même, tu la dupliques, c'est ça? Alors, c'est pas que tu la dupliques, c'est que tu en utilises d'autres. Donc, c'est-à-dire que D'accord. quand tu crées un nouveau, tu vois, quand tu crées une nouvelle adresse, au lieu tu vois, je vais te montrer. Tu vois, je vais en ajouter que une.
Voilà, c'est bon. Donc on va ajouter que celle-ci, juste la nommer pour être pour pouvoir enfin m'en rappeler. Donc on va appeler ça Invest 4.0, adresse numéro 1. Voilà, done. Et donc je vais regarder ensuite donc Invest 4.0 ici. Donc là tu vois c'est l'adresse qu'on a créée, donc 0x, d, etc., etc. Et je peux en ajouter d'autres. Tu vois, je peux ajouter une nouvelle adresse. Ou plutôt, je crois que ah oui, ouais, je peux ajouter, je peux créer une nouvelle adresse. En fait, le mieux, c'est de créer ensuite une nouvelle seed encore, donc une deuxième seed. Donc là, tu vois, c'est 12 mots encore différents, qui lui va créer encore une nouvelle adresse. Donc là, ça serait euh, invest 4.0 2. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on vient de faire? Hop, c'est ici. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux seeds. Voilà, qui vont maîtriser en fait, enfin qui vont gérer deux clés privées du coup différentes et deux adresses publiques différentes. Mais si quelqu'un par malheur a accès à ta première seed, ben, tu sais que l'argent que tu as sur ta deuxième seed est safe. Alors que dans le cas où tu vas créer plusieurs adresses privées, donc plusieurs comptes qui sont sous la même seed, si quelqu'un a accès à un moment donné à ce mot de passe, il va pouvoir voler l'argent de cette adresse, mais il pourra pas voler l'argent des autres adresses. Par contre, si quelqu'un a accès à ton super mot de passe, donc ta seed, il va pouvoir voler l'argent de toutes tes adresses. Donc c'est pour ça que je recommanderais, pour la sécurité vraiment ultime, d'utiliser des seeds différentes. Comme ça, si quelqu'un un jour par malheur accède à ta seed, ce quelqu'un ne pourra voler que l'argent qui est géré par cette seed-là et non pas l'argent qui est géré par les autres seeds. Et dans quelles circonstances c'est intéressant de créer des adresses secondaires plutôt que de créer des nouvelles seeds? Pour du test, par exemple, des petits wallets. Moi, j'ai des wallets sur lesquels je mets pas beaucoup d'argent, qui me servent des fois de wallets de transition ou pour faire des petits tests sur des protocoles. Donc ça ça peut être intéressant. Maintenant, pour les grosses adresses générales, tu vois, j'en ai plusieurs. Là, je vais utiliser à chaque fois des sites qui sont différentes. Et ça, tu vois, c'est pas forcément, parce que là, on peut dire: «Waouh, ça commence à devenir compliqué», mais il faut pas il faut dissocier ça de la crypto. C'est-à-dire que ça, c'est juste une gestion logique de ces mots de passe. Tu vois, c'est comme si tu avais, tu sais, peut-être que tu utilises le 2FA. Le 2FA, c'est donc, tu sais, tu as des applications ou si tu veux te connecter sur Facebook ou Google, faut que tu rentres, enfin, tu sais, un mode 6 chiffres, pour confirmer que c'est bien toi, le propriétaire. Donc si quelqu'un un jour a ton mot de passe, de Google, bah, il ne pourrait pas rentrer sur ton compte Google parce qu'il a pas accès à ton téléphone ou tu sais, le 2FA, ça peut être aussi d'envoyer un SMS, et cetera, et cetera. Donc là, imagine, quelqu'un qui tout d'un coup a accès à tes 2FA, à tes SMS et qui en plus a accès à tous tes comptes. Bon, bah là, du coup, il peut vraiment accéder à quasiment tout. Et donc, alors que si quelqu'un a juste accès peut-être à ton mot de passe Google, il pourrait accéder qu'à ton compte Google, mais peut-être pas à ton compte Facebook. Enfin, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Ça reste de l'hygiène informatique en fait. Et ça, c'est relativement compliqué pour ceux qui ont pas l'habitude de l'outil informatique, ceux qui ont pas les réflexes. Tu sais, je pense à tous ceux qui, par exemple, utilisent un mot de passe très simple et qui réutilisent le même mot de passe de partout. Bon, ben, ces gens-là, en général, c'est ceux qui ont pas une culture informatique très développée. Alors, attention, je suis de personne, hein, c'est un fait. Donc, c'est des gens qui ont une mauvaise vision informatique. Et donc, ces gens-là, bah, concrètement, déjà, il faudrait qu'ils comprennent que bah, quand on investit dans la crypto et quand on vit aujourd'hui dans un monde de plus en plus digitalisé, il y a des bonnes pratiques à avoir déjà hors de la crypto. On réutilise pas le même mot de passe, on utilise des gestionnaires de mots de passe, etc., etc. On met du 2FA de partout, donc contrôle SMS ou avec les 6 chiffres, tu sais, le authentificateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène informatique. Aussi, bah, on va faire attention aux mails que l'on reçoit. Il faut savoir que des fois, on envoie des mails de phishing, que on donne pas ses données à n'importe qui sur internet, et cetera, et cetera. Donc, ben, dans la crypto, tu as aussi de l'hygiène informatique à avoir et l'hygiène informatique, c'est ce que je suis en train de te dire là, c'est-à-dire, il vaut mieux avoir des sites différentes, les gérer les comptes les stocker à différents endroits et cetera, et cetera, et cetera. Puis aussi, il y a une notion de vie privée. Comme tu sais, les adresses sont toutes publiques sur la blockchain, hein. La blockchain, c'est un endroit où on peut voir tout ce qui se passe. Donc, si tu as l'adresse de quelqu'un, tu peux suivre en temps réel ce qu'il fait. Maintenant,
le problème de ça, c'est que si tu sais qui a cette adresse, ça peut arriver de temps en temps, que, tu montres l'adresse de quelqu'un par inadvertance ou parce que tu sais que cette adresse est possédée par quelqu'un. Et ben du coup, tu peux suivre tout ce qui se fait et ça peut être emmerdant pour ta vie privée. Donc il vaut mieux aussi avoir différentes adresses qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Alors qu'est-ce que c'est un rapport? En fait, imagine que tu crées ta première adresse. Ensuite, tu crées ton compte avec, par exemple, Coinbase ici et donc tu envoies de l'argent sur Coinbase, 10 000 €. Avec ces 10 000 € tu vas acheter de la crypto et tu vas envoyer cette crypto sur, l'adresse publique pardon, l'adresse publique de ta première adresse. Et puis ensuite, tu vas créer une autre seed et tu vas avoir une autre adresse et ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer de l'argent depuis ton adresse vers cette adresse. Bon, bah, ça, pareil, c'est pas bon parce que ça crée un lien, entre les 2 adresses. Alors ça veut pas dire qu'automatiquement, quand tu envoies de l'argent, les gens vont dire: «Ah beh, cette adresse-là appartient à la même personne parce qu'il a envoyé de l'argent». Non, mais, beh, c'est un faisceau d'indices si tu veux. Donc moi, il y a des adresses que je ne veux pas connecter les unes avec les autres et donc bah, ce que je fais, c'est que, beh, je peux envoyer de l'argent sur une adresse depuis Coinbase et puis pour envoyer de l'argent sur une autre adresse, j'utiliserai aussi Coinbase, mais je l'enverrai directement sur cette autre adresse. Du coup, quelqu'un, ne pourra pas savoir qu'il y a un lien entre mes 2 adresses. Le seul qui pourrait savoir, ce serait les gens qui travaillent à Coinbase puisqu'eux, ils savent que depuis mon compte Coinbase, j'ai envoyé de l'argent sur cette adresse et puis aussi sur cette adresse. Donc ça, c'est des pratiques pour le respect de la vie privée, et cetera, et cetera. Encore une fois, tu vois, tout ça, c'est une hygiène à avoir, et puis une discipline aussi, du coup, à avoir. Ça s'acquiert pas de suite, tu vois? C'est quand même beaucoup d'informations à se rappeler. C'est pour ça qu'il faut commencer petit à petit et puis tout simplement après utiliser la logique, hein, pour ensuite grossir et mieux gérer ses cryptos. T'as des, bah, types de trucs basiques, type Notion, des notes ou quoi pour justement séquencer en ChatGPT. fait? Ouais, d'accord. ChatGPT. Tu peux tout faire avec ChatGPT, tu lui demandes, tout ça, comment je fais pour protéger ma vie privée dans la crypto? Il va te dire: «Ah ben fais ça, fais ci, utilise un exchange centralisé pour brouiller un peu les pistes». Parce que quand tu passes par un exchange centralisé, beh, à part ceux qui travaillent dans cet exchange centralisé, ils ont pas accès à ce qui s'y passe. Donc tu peux envoyer de l'argent sur plusieurs adresses et personne saura que ces adresses appartiennent à la même personne. Mais ChatGPT ou le chat ou je ne sais quoi fait toujours, le boulot. Alors maintenant, il y a une autre truc qui est un autre quelque chose de très important aussi à noter, pour les clés privées. La question c'est: «OK, c'est bien beau tout ça, donc j'ai bien compris qu'il faut que je sauvegarde mes clés privées, mes seeds et tout. Mais lorsque je signe une transaction en utilisant Rabbi, beh, comment ça se passe?» En fait, la clé privée qui permet donc de signer, donc c'est-à-dire la partie ici en rouge, elle est stockée dans Rabbi. C'est-à-dire que là, tu vois, dans cette extension-là, il y a ma clé privée quelque part. Alors ça, c'est très dangereux. C'est ce qu'on appelle un wallet chaud, un hot wallet. Un hot wallet, en fait, c'est, lorsque le wallet que tu utilises, donc le logiciel, détient aussi ta clé privée. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que, bah, quelqu'un qui pourrait avoir accès à ton ordinateur pourrait aussi avoir accès à ta clé privée. Il suffirait, qu'il ait ton mot de passe sur Rabbi, donc le mot de passe pour débloquer Rabbi. Alors bien sûr, il faut qu'il ait, mais imagine qu'il ait et puis ensuite, directement quand il a accès à ton ordinateur, bah, il peut tout simplement, regarder quelle est la clé privée, la récupérer et puis partir. Et puis ça peut être fait aussi à distance et cetera et cetera. Bref, donc il y a une autre chose du coup à prendre en considération, c'est, où est-ce que la clé privée doit être stockée? Donc tu peux stocker les clés privées comme je l'ai fait ici, si tu as un wallet de test. Donc là, le wallet que j'ai testé, tu vois, enfin que je l'ai créé, c'est un wallet de test. C'est des wallets sur lesquels il y aura pas beaucoup d'argent, on va mettre, quelques centaines de dollars, peut-être, 1 millier ou quoi et donc c'est pas dramatique. Je dis pas que perdre 1 000 c'est pas important, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, par contre, quand on commence à avoir un peu plus d'argent dans la crypto, mais il faut que les clés privées ne soient surtout pas stockées sur le logiciel Arabi. Il faut plutôt les stocker sur une clé, USB externe. Alors, en France, on a, une des entreprises que la plupart des gens connaissent qui vend ce type de clé USB, c'est l'entreprise Ledger. Alors quand je dis clé USB, j'exagère volontairement le trait, mais c'est pour que les gens qui connaissent pas, comprennent l'assimilation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Ledger? Alors tu en as plusieurs, moi celle que je recommande c'est Ledger Nano, ça suffit largement. Donc en fait ça se présente sous forme de clé USB avec un écran. Donc c'est une clé que tu vas brancher à ton ordinateur et les clés privées sont dans cette clé USB.
c'est très différent d'avoir sa clé privée dans le logiciel Arabi. Du coup, lorsque tu vas signer une transaction, si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, bah, en fait, il va falloir que tu connectes ta Ledger, donc cette espèce de clé USB sur ton ordinateur via USB-C, que tu débloques du coup ta clé et que tu valides les transactions sur ta Ledger. Donc c'est un peu comme l'équivalent d'un 2FA sur un appareil différent. Et ça, c'est l'un des plus hauts niveaux de sécurité. C'est-à-dire que si quelqu'un a accès à ton ordinateur, il ne pourra pas prendre tes cryptos s'il n'a pas accès également à ta Ledger. Et pour avoir accès à la Ledger, bah, il faut la trouver. Et puis ensuite, il faut connaître le mot de passe, bien évidemment. Et puis au bout de 3 tentatives, la Ledger se bloque. Pareil, si tu chopes un virus et que bah, le virus analyse tes wallets et tout, bah, le virus ne pourra pas accéder à ta Ledger. Donc, l'une des choses qu'il faut acheter, c'est une Ledger. Par contre, attention, il ne faut pas l'acheter n'importe où. Tu pourrais être tenté de l'acheter sur Amazon ou sur des sites qui les vendraient peut-être un peu moins cher. Il ne faut surtout pas. Il faut acheter sa Ledger uniquement depuis le site officiel. Pourquoi? Ben, par exemple, tu pourras avoir des petits malins qui vont acheter une Ledger avant toi, qui vont créer déjà un compte sur cette Ledger, qui vont ensuite te la vendre. Ils vont tout repackager, ils vont faire genre elle est nouvelle. Toi, tu es un peu débutant, tu reçois la Ledger, tu l'allumes, tu vois qu'il y a déjà un compte installé dessus, tu fais pas gaffe. Tu vois, bah, super, elle est déjà paramétrée. Tu envoies de l'argent dessus et en fait, tu viens simplement d'envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre. Donc, la règle de base, c'est d'acheter uniquement auprès du coup du site Ledger. Et une fois que tu reçois ta clé Ledger, autre petite sécurité, il faut, même si ça vient du site Ledger, que tu vérifies qu'elle soit vraie. Et donc là, Ledger va t'aider. Tu télécharges le logiciel Ledger X Live. Tu connectes ensuite ta Ledger sur ton ordinateur et le logiciel va scanner ta clé, il va te dire c'est bon, c'est une vraie clé, elle n'a pas été modifiée ou quoi que ce soit. Parce que pareil, tu as des petits malins qui travaillent à la poste ou quoi, qui peuvent intercepter les paquets, ouvrir les paquets, modifier la Ledger, repackager et te la renvoyer. Et du coup, te piquer tes cryptos. Alors, j'espère ne pas trop faire peur aux gens en disant waouh, c'est un truc de fou, tout ce qu'il faut faire attention. Mais c'est une réalité. On vit dans un monde, dans ce monde-là. Et donc, il faut bah, se prémunir de tout ça. Donc, les petits réflexes à avoir, et puis c'est tout. Sur cet aspect ledger, juste pour comprendre en termes de process par rapport aux transactions que tu peux faire au quotidien ou pas, les sites dont on a parlé pour isoler vraiment tes wallets, ça c'est la création de sites plutôt que la création d'adresses secondaires. On a bien vu, c'est clairement à faire. Mais cette histoire de mettre ta clé privée sur un ledger, tu le fais uniquement quand tu sors un peu du système pendant quelques mois, non? Tu fais pas. Non, moi je le fais tout le temps. C'est dès que je reçois de l'argent, j'utilise que des ledgers. Alors j'ai des clés, là les adresses avec lesquelles je te refais toutes les démonstrations, c'est pas sur une ledger, c'est une clé, c'est un hot wallet, mais je mets jamais beaucoup d'argent dessus. Mais par contre tout le reste c'est ledger ou une autre solution comme je t'ai dit. Moi j'utilise une autre solution qui s'appelle un safe, mais là c'est vraiment beaucoup trop compliqué à expliquer pour aujourd'hui, donc on expliquera ça plus tard. Mais ledger, ça suffit du coup largement. Et en fait t'as rien à faire, ça. Chaque transaction du coup que tu fais, tu vois, que ce Je dois soit. signer sur Ledger. D'accord, ok. Alors, et après, c'est pas plus compliqué que créer un wallet Rabi. C'est-à-dire que tu as vu que créer le wallet Rabi, il fallait juste cliquer sur créer, puis Rabi te donnait 12 mots. Là, c'est pareil. Sauf que Ledger va te donner 24 mots. Donc, en fait, quand tu reçois ta Ledger, tu crées une adresse. Ledger te donne une seed qui fait 24 mots. Et ensuite, ensuite tu vas sur Rabi. Et sur Rabi, pour connecter ta Ledger, bah, comment tu fais? Bah, c'est très simple. Au lieu de faire importer une seed phrase, tu vas tout en bas et ici, tu cliques sur Connect Hardware Wallet. Donc, une Ledger, c'est ce qu'on appelle un cold wallet ou un hardware wallet. Donc, tu cliques dessus, tu cliques sur Ledger. Alors, tu vois qu'il y en a plein d'autres, hein, des hardware wallets. Il n'y a pas que Ledger. Donc, on peut aussi essayer Trésor, Grid Plus, etc. Moi, personnellement, j'ai toujours utilisé Ledger. Et donc là, il te demande simplement de connecter ta Ledger. Donc, moi, c'est connecté. Et puis, une fois que ta Ledger est connectée à ton compte Rabi, ben, tu vas pouvoir envoyer de l'argent, interagir avec la DeFi. Sauf qu'à chaque transaction, il faudra la valider du coup sur ta Ledger. Et ça, typiquement, en fait, tu le plugs sur l'USB et tu le laisses toujours là, non? Au quotidien. Ouais. 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 Après, t'es pas obligé de tout le temps l'avoir sur toi si tu fais pas de transaction. Mais à partir du moment où tu veux faire les transactions, ouais, il faut avoir ta clé avec toi. Et là, pareil, tu vois, il y a plusieurs choses à faire. Par exemple,
encore une fois, quand on débute, une seule ledger, ça suffit. Maintenant, quand on commence à gérer un peu plus d'argent, on peut avoir plusieurs ledgers. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé. Ledger, ça reste un hardware, donc des fois, il y a des bugs. Ça m'est déjà arrivé une fois que ma ledger bug complètement et elle s'est réinitialisée. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme si elle était toute neuve. Et donc, la clé privée, du coup, enfin, les clés privées n'étaient plus là. Alors, c'est problématique. Imagine, tu pars en vacances et puis tu as besoin de faire les transactions dans l'urgence et ta clé a été réinitialisée. Bon, bah, du coup, si tu n'as pas sur toi les 24 mots pour relancer, on va dire, ton ledger et récupérer du coup l'accès à tes clés privées, bah, du coup, tu dois attendre de rentrer chez toi ou que sais-je, où sont tes 24 mots pour récupérer tes 24 mots pour faire une transaction. Donc, moi, ça m'est arrivé une fois, heureusement, j'étais pas en vacances, mais je t'avoue que quand ça t'arrive et que c'était en urgence, c'était un peu en mode panique. Donc, toujours avoir une deuxième ledger de rechange au cas où, bah, si jamais une de tes ledgers pète un câble, et bah, tu peux vite utiliser une deuxième. Tu peux même en avoir beaucoup plus. Par exemple, tu pourrais avoir des ledgers et puis en stocker certains dans des comptes en banque, enfin des coffres bancaires, enfin des coffres à la banque. Comme ça, pareil, si un jour tu perds ta ledger, elle est brûlée, elle est volée, je ne sais quoi, bah, tu peux toujours vite en récupérer une du coup que tu as laissé à la banque. Mais bon, ça, c'est quand tu commences à avoir un peu plus du coup d'argent. Et si tu perds cette clé privée, est-ce que tu t'es sauvé à partir de une master seed phrase ou la deuxième ou une troisième, ou qu'est-ce que tu dois donner pour récupérer ça? L'acide, en fait, le plus important, c'est l'acide. Donc, si tu perds ta ledger et que tu en rachètes une, tant que tu as gardé en mémoire les 24 mots, tu pourras réimporter les 24 mots dans ta nouvelle clé Ledger, ce qui va te permettre de récupérer du coup toutes tes clés privées et donc l'accès à tes comptes. Ouais, mais c'est vrai que du coup, en reparlant des dépendances, celui qui arrive à hacker la clé privée, si tu l'as sur une seule ledger, en fait, elle connecte les deux, là, en l'occurrence, les deux seeds et donc les deux types de wallet, les deux master wallet, quoi. Alors non, Ledger, c'est comme Rabi, c'est comme n'importe quel autre, ça te crée une seed. Et à partir de cette seed, tu peux avoir plusieurs sous-comptes, donc plusieurs clés privées. Donc si quelqu'un a encore une fois accès à tes clés privées qui ont été générés via Ledger ou via directement Rabi, bon, bah, ils auront accès à ton compte public. Par contre, si quelqu'un a accès à ta seed Rabi ou à ta seed Ledger, t'es fini. T'as beau avoir une Ledger, quelqu'un qui a tes 24 mots, bah, il les met sur sa Ledger à lui de son côté et boum, il a accès à tous tes comptes. Ok. Ouais, donc ça reste quand même ça qui est vraiment prioritaire pour la sécurité, c'est ta seed, quoi. Même si Ouais, quelqu'un a ta clé privée, il c'est peut rien faire s'il a pas la seed. ouais, c'est pour ça que même si je te parle, je disais, je vais pas te parler du safe, mais je te fais quand même une petite information là-dessus, parce que après tout, j'en ai parlé 2-3 fois. Donc safe, en fait, c'est le niveau encore au-dessus, mais c'est un peu plus compliqué à utiliser. En fait, safe, c'est ce qu'on appelle un wallet avec plusieurs signatures. Donc, on appelle un multi-signature wallet. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, tu as plusieurs clés privées. Donc, par exemple, tu peux en avoir 4. Voilà. Tu peux en avoir plus, tu peux en avoir moins, mais c'est pour donner un exemple. Tu peux en avoir 4 et tu peux dire, je valide mes transactions avec au moins 2 des adresses. C'est-à-dire que pour faire une transaction, il faut signer avec 2 clés privées distinctes. Et ces 2 clés privées distinctes peuvent venir de 2 seeds différentes. Alors concrètement, ça voudrait dire quoi? Si tu as une ledger et que quelqu'un a accès à ta seed, c'est fini, il a accès à tout ton argent. Si tu as généré via Rabi et que quelqu'un a accès à ta seed, c'est fini, il a accès à tout ton argent. Si tu as un safe et que quelqu'un a accès à ta seed, il ne peut strictement rien faire. Parce que pour pouvoir faire quelque chose, il faut contrôler deux clés privées qui viennent par exemple de 2 seeds différentes. Donc il faudrait qu'il ait accès à 2 seeds. Et puis tu peux être plus extrême en disant, ben non, moi je configure mon safe avec 3 signatures. Donc il faudrait 3 seeds différentes. Donc ça veut dire que tu pourrais pas avoir une seed chez toi, une seed dans une banque, une seed dans une autre banque. Si quelqu'un trouve la seed qui est chez toi, il va être content, il va dire, ah super, je vais pouvoir accéder à ces cryptos. Eh ben non. Non, parce que il te faut accès aux 3 seeds et il faut à chaque fois qu'il y ait 3 signatures pour faire les transactions. Donc tu vois, c'est encore une étape supérieure dans l'organisation, mais il faut savoir que les fonds crypto, les exchanges, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui font les choses de manière assez sérieuse, utilisent des safes plutôt que d'utiliser du coup une ledger. Et le safe est compatible avec Rabi, c'est-à-dire que tu peux importer ton safe dans Rabi. C'est-à-dire que même si quelqu'un a accès à ton Rabi, il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire que tu peux
interagir avec la crypto, avec la DeFi, soit en connectant ta ledger à Rabi, soit en connectant ton safe à Rabi. Là, encore une fois, si on retourne sur Rabi, tu vois qu'il y avait un truc ici, si je fais plus, où il y a marqué ici se connecter à des wallets institutionnels. Les wallets institutionnels, c'est donc là, tu as le safe, moi je dis safe, tu as aussi Fireblocks, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des ou MPC Vault, tout ça, ce sont des wallets extrêmement sécurisés, mais qui en général sont, comme c'est marqué ici, dédiés aux institutionnels ou en tout cas à ceux qui commencent à gérer pas mal d'argent. Ouais, là, on était bien loin dans la sécurité, là. Ouais, mais C'est clair. c'est important, c'est vraiment super important. Je te dis, les gens négligent beaucoup trop. Par exemple, donc comme tu sais, je fais des formations à l'IRA. Le premier cours, c'est la sécurité. Mais ça dure, enfin la première semaine, quoi. Donc je parle de tous les machins avec les prix et tout et tout. Et ben il y a 2 sessions de ça, donc pas la session courante, mais la session d'avant. Malgré que j'ai dit tout ça, malgré qu'on ait parlé de tous les risques et tout et tout, «Ouais, ouais, j'ai compris, allez, on passe à la suite, on veut gagner de l'argent». Et ben, il y en a un qui s'est fait avoir et il a perdu, je crois 30 000 ou 40 000 parce qu'il a pas respecté tout ce qu'on a dit et c'était un truc tout con. Il a cliqué sur un mauvais lien, qu'on lui a envoyé, sur un Discord ou je sais pas quoi et puis il s'est fait avoir et pourtant c'est des choses qu'on avait, donc tu vois, encore une fois, c'est bien beau de savoir gagner de l'argent, mais la priorité quand on va être un investisseur, DeFi, mais pas que DeFi, un investisseur crypto, c'est la sécurité et l'hygiène informatique. Après, il y a des petits trucs à savoir aussi et je terminerai là-dessus sur la sécurité et puis on continuera du coup sur l'écosystème. Hem, un truc, basique, une attaque basique. Donc toi, tu es débutant et puis, on va dire que tu veux déposer de l'argent sur AAV, donc pour générer du rendement et puis tu arrives pas. Il y a un problème, ça arrive, je sais pas quoi et donc ton réflexe, c'est quoi? Bah, à qui tu peux demander de l'aide? Bah, en général, tu vas aller sur le Discord de AAV, donc Discord, ou Telegram, bref, sur le chat de AAV et tu vas poser ta question: «Hey les gars, j'ai un problème ce matin sur AAV, je n'arrive pas à déposer». Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir des tonnes de messages privés de gens qui se font passer pour, quelqu'un qui travaille pour AAV. Et alors ils vont bien le faire, hein, ils vont prendre le logo de AAV, ils vont bien te parler et tout. Ils disent: «Ah voilà, j'ai vu que tu avais un problème, je te propose de passer en privé pour qu'on essaie de trouver une solution». Et bah, quand tu es pas débutant, tu sais qu'en fait c'est un brouteur, en Afrique ou je ne sais pas où qui veut tout simplement te prendre tes clés privées. Mais bah, quand tu débutes et que tu es un peu, comment dire? Pas naïf, mais tu vois, tu es pas encore, alerte de tout ce qui se passe. Bah, toi, tu vois quelqu'un qui veut t'aider, bah, OK, il va m'aider. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils faire tout ce dans leur pouvoir, tout ce qu'ils peuvent pour accéder à quoi? Aux fameuses clés privées ou à ta fameuse seed. Alors comment est-ce qu'ils vont faire? Alors soit ils voient que tu es vraiment un pur débutant, ils vont t'envoyer un site en disant: «Ah, alors pour débloquer la situation, il faut que tu ailles sur ce site». Tu vas sur un site, le site va te demander bien sûr de rentrer ta clé privée ou ta seed. Toi, comme un con, tu vas le faire. Ensuite, tu vas dire au routeur: «Ah, c'est bon, j'ai rentré ma seed. Ah OK, alors je regarde mon système» et pouf, tout ton argent disparaît. Parce que tu as tout simplement donné, ta seed. Donc on ne donne jamais sa seed, on ne donne jamais sa clé privée et surtout quand on demande de l'aide quelque part, il faut savoir que les gens qui viennent, vous dire: «Je vais vous aider», dans 100 des cas et 99,9 des cas, c'est simplement quelqu'un qui veut, te voler. Des fois, ils font même les choses de manière, un peu plus pernicieuse. Sur Discord, tu as la possibilité de créer des tickets de support et ben quand tu vas poser une question, eux, ils vont créer un ticket de support. Donc toi, tu vas croire: «Ah tiens, c'est un truc officiel, c'est le support sur le Discord du projet». Tu vas parler, puis une de 2, boum, il va te prendre ton argent. Il y a plein d'autres types d'arnaques comme ça. Par exemple, les fondateurs de projets, qui lèvent des fonds. Et ben, il y a quelqu'un qui va envoyer un email en se faisant passer pour un VC respectable avec beaucoup d'argent. Il va te donner un rendez-vous, il va dire: «Ah, envoyez-moi la documentation de votre projet, on est intéressé pour investir 50 000, 100 000», toi, tu es content. Et puis ils vont te dire: «Bon, ben, rendez-vous lundi prochain». Donc ils t'envoient une invitation, comme toi tu m'as fait aujourd'hui, tu sais, tu m'envoies une invitation et dans ton invitation, tu as vu que tu m'as envoyé un lien pour qu'on utilise ton application, je me rappelle plus comment ça s'appelle, l'application que tu utilises. Voilà. Et ben, eux, ils font la même chose. Ils t'envoient un lien en disant: «Ah, mais non, on n'utilise pas Zoom, on va utiliser ça». Donc toi, OK, tu cliques et en fait, ça t'envoie sur un site, qui te fait télécharger un virus et boum, tes cryptos, elles disparaissent. Donc toi, les dangers sont vraiment de partout. Ouais. Ah Mais ouais, bon, là, une c'est fois une fois tous ces dangers passés, là, on en a la perdu la pas mal, là, déjà. Je pense. la récompense après, elle est magique. Mais tu vois, c'est important, je trouve, de Bien parler de la sûr, bien sécurité. On sûr. n'en parle pas assez et voilà. Non, et le pire en plus, parce que l'esprit humain, on est comme ça, c'est que même si on l'intègre, en fait, il y a 2 moments, quoi. Il y a le moment là où on est posé, tu vois? En plus, on est en market bear, personne vraiment regarde trop les cryptos. Donc
qu'on peut se réfléchir. Il y a le moment où tu es vraiment dedans, où il y a de la volatilité de fou, où tu te dis le moindre truc, il faut que je le fasse vite parce que tu vois les trucs qui bougent. Et là, déjà, même en ayant intégré ça, je suis sûr que tu t'es pas forcément super, tu vois, aguerri si tu l'as pas pratiqué, quoi. Tu vois, dans la vraie vie et au cœur de l'action, quoi, tu vois. C'est pour ça que je te recommande, tu vois, tout ce que j'ai dit là, de pas le faire de suite. Moi, ce que je recommanderais à quelqu'un qui veut vraiment s'y mettre sérieusement, c'est de commencer par la base de la base. Donc d'abord, tu crées par exemple un compte, enfin tu utilises Mon Pèlerin. Donc juste pour acheter une centaine de dollars. Tu vas sur Mon Pèlerin, ça prend pardon, c'est pas mon Ethereum. Tu vas sur Mon Pèlerin, ça prend 2 secondes. Tu peux même payer par carte, mais rappelle-toi, quand tu payes par carte, tu as des défis. Tu vois, là, tu as 2,50% de commission quand tu payes par carte. Donc, si tu veux le faire pour aller vite, pourquoi pas. Mais tu fais un petit transfert, banque transfert. Et puis, tu vas du coup, par exemple, alors la plupart des cryptos, enfin la plupart la DeFi, ça se fait avec de l'USD. Donc, on va commencer par exemple avec de l'USDC qui est donc ici. Donc, USDC sur la blockchain, par exemple, Ethereum. Et donc, tu vas juste faire ça, tu fais ton buy USDC et donc tu vas recevoir, enfin, tu te connectes via ton SMS. Donc, eux, ils vont t'envoyer un message avec un code. Une fois que tu as le code, en fait, ils vont te donner un IBAN sur lequel virer l'argent. Tu vires l'argent et puis, une fois que le virement est traité, tu leur donnes ton adresse, donc l'adresse que tu as créée sur Rabi. Donc, pour l'instant, on t'emmerde pas, tu t'achètes pas la ledger, tu fais du coup l'adresse classique et puis donc tu donnes cette adresse. Donc là, par exemple, hop, tu cliques ici sur le bouton copier. Là. Donc là, j'ai copié-collé l'adresse, enfin j'ai copié l'adresse et ensuite donc je la donne à mon pèlerin. Quelques heures ou un jour après, je vais recevoir du coup mes dollars, donc les 107 dollars que j'ai achetés du coup sur mon pèlerin. Donc ça, c'est la base. Une fois qu'on a ces 100 dollars, du coup, on peut commencer à faire la DeFi. Alors, peut-être que Ethereum, c'est pas une bonne idée parce que les frais sont assez importants. Donc, pourquoi pas plutôt les envoyer sur Base. Alors, je vais expliquer vite fait ensuite l'écosystème, c'est quoi Ethereum, Base, etc. Mais voilà, Base, c'est aussi une très bonne idée. Donc, on va recevoir 108,93 USDC sur Base. Alors petite pause pour savoir un peu c'est quoi ces Base, ces USDC, ces machins, ces ci, cela. Alors on va commencer déjà par expliquer du coup ce qu'est Base. Donc avant de parler des actifs, on va parler du coup des blockchains qu'on appelle EVM. Alors Ethereum, c'est en fait un ordinateur. C'est un ordinateur dans le cloud. Donc je suppose que tout le monde sait ce que c'est que du cloud computing. Donc ce ne sont pas des ordinateurs physiques. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'Ethereum? Ce sont plein d'ordinateurs. Donc je vais dire que ce sont des PC. Alors c'est un abus de langage, hein, ce ne sont pas des ordinateurs, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Donc en fait, ce sont plein d'ordinateurs qui sont connectés les uns avec les autres pour créer une sorte de super méga ordinateur. En fait, c'est ce qu'on appelle un réseau, un network. Donc ces ordinateurs-là, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont donner à Ethereum de la puissance de calcul et et de la capacité de stockage. Donc ils vont permettre de faire des calculs, voilà, des calculs. Donc ça veut dire faire tourner des applications en gros et de la puissance de stockage, donc stocker des données. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire pour donner de la puissance de calcul? En fait, ils vont créer ce qu'on appelle un système d'exploitation. Donc, tu connais Windows, tu connais macOS, et ben, je te présente EVM. EVM, c'est tout simplement le nom du système d'exploitation d'Ethereum. Donc, Ethereum, c'est donc un super ordinateur qui, comme tous les ordinateurs, a un système d'exploitation qui s'appelle EVM et un disque dur, du coup, pour stocker l'information. Donc cet EVM, ce système d'exploitation, permet de faire tourner des logiciels. Ces logiciels, on les appelle des smart contracts. Je trouve qu'on aurait pu juste appeler ça un logiciel, mais bon. Donc smart contracts, c'est en fait le nom des logiciels. Donc tout ce que l'on fait sur Ethereum, c'est d'interagir avec des logiciels. Donc AAV, quand je dépose mon argent sur AAV, en fait, c'est un logiciel AAV qui est donc fait par des smart contracts. Le langage pour programmer ces logiciels, alors il y en a plusieurs, mais le plus utilisé, c'est Solidity. Donc c'est celui que tu entendras parler, enfin dont tu entendras parler le plus souvent. Donc voilà. Maintenant, le problème d'Ethereum, c'est que c'est une blockchain qui a eu des difficultés de scalabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut faire que 13 transactions par seconde et puis, ça coûte de l'argent parce que c'est pas premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que si je veux faire une transaction, c'est pas parce que j'ai commencé ma transaction avant mon voisin que ma transaction va passer avant. En fait, c'est plutôt un système de vente aux enchères où celui qui paye
le plus cher de frais de transaction va passer en premier. Donc c'est assez chiant, c'est-à-dire que des fois nos transactions peuvent mettre du temps à être exécutées, on va payer cher, bref, c'est pas top. Du coup, ce qui a été fait, c'est que autour d'Ethereum, donc Ethereum c'est donc la blockchain qu'on appelle un L1, donc un layer 1, s'est créé en fait un écosystème de blockchain. Alors déjà, tu as des blockchains qui ont tout simplement copié-collé Ethereum. Et donc, ils ont créé leur propre version Ethereum en modifiant deux, trois choses. Ce sont donc les autres L1. Par exemple, tu as la Binance Smart Chain. Donc, c'est la blockchain de Binance. Tu as aussi Avalanche, que tu connais sans doute. Donc, on va dire Avax. Et puis, tu en as plein d'autres, bien évidemment. Et puis, le problème, c'est que ça, ce sont des blockchains qui sont en compétition avec la blockchain L1 du coup de Ethereum. Du coup, Ethereum a créé, il y a un écosystème de blockchain qui s'est créé autour de Ethereum. Alors, tu as deux types de blockchains qui sont créés autour de Ethereum. Les premières, c'est ce qu'on appelle des chaînes de côté, donc des side chains. Et les deuxièmes, c'est ce qu'on appelle des layer 2, donc des L2. Alors, la différence entre un layer 2 et une sidechain, grosso modo, une sidechain, c'est une mini blockchain qui est connectée au layer 1. Donc, pour passer du layer 1 à la sidechain, c'est facile, tu passes par ce qu'on appelle un pont, tout simplement. Le layer 2, c'est la même chose. Le layer 2, c'est une mini blockchain qui est aussi connectée au layer 1 et tu as aussi un pont. Pour passer du layer 1 au layer 2, tu passes par le pont. Alors, quand je dis de passer d'un layer 1 à un layer 2, c'est-à-dire des actifs. Donc, si tu as des actifs sur le layer 1 et que tu veux les envoyer sur le layer 2, du coup, tu passes par le pont. Du coup, quelle est la différence? En fait, c'est la sécurité et la différence. En fait, un layer 2, si tu veux, ils utilisent la sécurité du layer 1 pour exécuter les transactions. Alors qu'une sidechain, c'est une mini blockchain qui est séparée du layer 1, qui est juste connectée du coup par le pont et qui a sa propre sécurité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas perdre les gens. La seule chose qui est intéressante de savoir, c'est que une sidechain, c'est une mini blockchain dont la sécurité dépend de la sidechain. Donc, c'est moins sécurisé qu'un layer 1. Alors qu'un layer 2, c'est une autre blockchain qui est directement connectée au layer 1 et dont la sécurité dépend directement du layer 1. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé. Donc, des layer 2, des sidechains connectés au layer 1 et puis ensuite donc des layer 1 qui sont donc en compétition avec le layer 1. Alors, donc ça fait du coup qu'il y a beaucoup de blockchains. Le problème, c'est que les blockchains ne sont pas connectées les unes avec les autres. Donc là, je t'ai dit qu'on passe par des ponts pour passer d'un layer 1 à une sidechain, c'est vrai, mais ça reste quand même des écosystèmes qui sont différents les uns des autres. Donc, si tu as un protocole, donc par exemple, si tu as AAV sur le layer 2, sur un layer 2, c'est pas le même AAV que celui qui sera sur le layer 1. Donc, ça crée pas mal de frustration et de complications en termes d'expérience utilisateur. Donc là, encore une fois, moi, ce que je recommande, c'est de se concentrer, quand on débute, sur un seul layer, une seule blockchain. Et ce que je recommanderais, ce serait de se concentrer pour l'instant sur un layer 2 et un seul layer 2, parce qu'il y en existe plusieurs. Et le layer 2 que je recommande aux débutants, c'est le layer 2 Base. Base, c'est le même mot que Coinbase, parce qu'en fait, c'est Coinbase, donc l'exchange centralisé dont je parlais tout à l'heure, qui a lancé du coup son layer 2. Et d'ailleurs, tous les exercices que je ferai avec toi, la plupart du temps, ce sera du coup sur Base. Alors maintenant, il faut ajouter à son arc quand même la possibilité de passer d'une blockchain à une autre, d'un layer 2 à un layer 1, etc. Donc pour ça, la solution la plus simple, c'est toujours de réutiliser du coup les exchanges centralisés. Donc là, on va rajouter un petit truc ici qu'on appelle les ponts, donc les bridges en anglais. Donc un pont, en fait, c'est un système pour passer d'une blockchain à une autre. Alors le premier pont, le plus simple, c'est tout simplement d'utiliser un exchange centralisé. Par exemple, tu as de l'USDC sur Base et tu veux l'envoyer sur l'Ether. En fait, tu vas envoyer tes USDC sur Base sur l'exchange centralisé et tu vas les retirer sur Ethereum. Donc tu utilises l'exchange centralisé comme un pont, en fait. C'est la solution la plus simple, la moins chère, la plus pratique. Maintenant, le problème, c'est que il faut un compte sur un exchange centralisé. Et des fois, les exchanges centralisés ne supportent pas toutes les blockchains qui existent. Par exemple, peut-être que sur certains exchanges, tu ne peux pas déposer depuis Avax ou depuis différents layers 2, comme je sais pas, Arbitrum ou quoi que ce soit. Donc, il faut des fois passer par des systèmes un peu plus décentralisés. Et donc, moi, celui que j'en utilise deux, c'est jumper.exchange et
Rabi.exchange. Et la raison pour laquelle tu utilises pas Rabi pour faire ça automatiquement, par exemple, le Alors bridge, effectivement, c'est... Rabi, ils ont un bridge ici. En fait, la raison pour laquelle j'utilise pas Rabi, c'est que Rabi, ils ont un business model. En fait, ils prennent des commissions quand tu passes par les fonctionnalités qui sont du coup à l'intérieur de Rabi. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est purement financière. En fait, Jumper, c'est un projet et il y a beaucoup de projets crypto, bien sûr, comme tu sais. Et en général, un projet a un token. Et en fait, Jumper n'a pas encore de token. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'un jour Jumper crée son token. Et comment est-ce qu'ils vont faire pour distribuer leur token? Ils vont faire ce qu'on appelle un lancement rétroactif où on utilise plus communément le mot airdrop, hein, largué par avion. Alors c'est quoi un airdrop aujourd'hui? En fait, un projet qui va lancer un token, il va regarder dans le passé qui a utilisé son produit et il va remercier ses utilisateurs en leur donnant des tokens. Alors des fois, tu vas recevoir quelques centaines de dollars, mais des fois, tu peux recevoir plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, et attention, je n'exagère pas, des fois plusieurs millions. Et il y a des gens, cette année, enfin l'an dernier, qui ont utilisé un exchange qu'on verra plus tard, du coup, dans nos réunions, qui s'appelle Hyperliquid. Il y a des gens qui ont touché un airdrop supérieur à 1 million de dollars. Ils sont devenus millionnaires du jour au lendemain. Et la seule raison pour laquelle ils sont devenus millionnaires, c'est parce qu'ils ont utilisé un exchange qui n'avait pas de token. Alors, Mais c'est très rare, hein, de de devenir façon... millionnaire. Généralement, Ouais, ouais. ouais, parce que tu t'imagines que j'allais réagir. Ouais, la plupart du temps, c'est des trucs qui vont de centaines de dollars à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Moi, j'ai eu des airdrops alors j'ai jamais eu de 6 chiffres, mais le plus gros que j'ai eu, c'est airdrop, enfin si, j'ai eu des airdrops à 6 chiffres. L'un des premiers airdrops que j'ai eu, c'est l'un des plus gros que j'ai reçu, c'était de Curve. Mais ensuite, à part cet airdrop à 6 chiffres, qui a entre guillemets un peu changé ma vie, tu vois, l'argent que j'ai aujourd'hui dans la crypto, il est venu d'investissements que j'ai fait après le bear market des ICO. C'est-à-dire que dans la période ICO, si tu veux, j'avais gagné de l'argent comme tout le monde. J'avais commencé avec quelques milliers de dollars et puis j'avais ensuite un compte à 6 chiffres. J'étais content. Je me disais, ah, bientôt le million. Et puis j'ai rien vendu, bien sûr. Donc tout est redescendu et il me restait quelques milliers de dollars après le bear. Ensuite, j'ai tout investi sur un token qui a bien généré pas mal d'argent, donc c'était SNX. Mais ce qui a vraiment changé, entre guillemets, ma vie, c'est l'airdrop de Curve, parce que j'étais, un des premiers utilisateurs de Curve. J'ai beaucoup utilisé Curve par le passé avant qu'ils aient leur token. Et du coup, j'étais très bien placé dans leur airdrop et donc j'ai reçu un sacré paquet de tokens. Et ça a vraiment gonflé énormément mon capital. Puis après, c'est une fois que tu commences à avoir de l'argent, ensuite l'argent appelle l'argent et ça, tout ça. Mais après, à part ça, j'ai eu trois gros airdrops. L'airdrop de Uniswap était assez important. C'était plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et l'airdrop de OneInch aussi, c'était aussi plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais sinon, après tous les autres airdrops que j'ai eu, c'est toujours plusieurs milliers de dollars. C'est très rare de toucher plus. Et un truc qu'il faut bien comprendre, j'ai pas reçu ces dizaines de milliers ou centaines de milliers de dollars parce que j'ai mis des dizaines ou des centaines de milliers. Des fois, c'est juste le fait d'utiliser un protocole pendant des semaines et des semaines et des mois, juste avec quelques milliers de dollars. Ça nous permet des fois de toucher des gros airdrops. Encore une fois, c'est pas tout le temps que les airdrops rapportent autant, mais il y a des gens dont c'est la stratégie. Tu vois, ils investissent dans la crypto en chassant les airdrops. Et donc, ils vont essayer d'utiliser les protocoles, essayer d'amasser le plus de points, entre guillemets, possible, pour un jour toucher le Graal, c'est-à-dire un super airdrop. Et donc, pourquoi j'utilise Jumper? Parce que tu vois, ici, il y a des points d'expérience. Donc, Jumper et Bungie, ils font la même chose. En fait, plus tu utilises Jumper et plus tu gagnes de points d'expérience. Et donc, si un jour ils font un airdrop, et ben, plus tu as de points d'expérience, plus tu recevras du coup une part importante de l'airdrop. Encore une fois, ça peut être quelques centaines, quelques milliers, voire plus. Ouais, donc c'est en termes d'utilisation, que tu vas être bien mieux placé dans la liste par rapport à l'allocation qui va te faire sur les drops. C'est dans l'utilisation, extensive d'un peu tous les services, c'est pas sur le volume que tu vas mettre dedans ou sur, Exactement. Tu vois, là, sur cette adresse-là, j'ai 1316 points. Alors, on peut regarder, tu vois, on peut regarder où est-ce que ça me mène. C'est-à-dire que je suis le 6 000e. Voilà, je suis en position 6 000. Donc c'est pas dégueu. 6 000, je suis dans le top 6 000 quand même, enfin, avec cette adresse. J'imagine qu'il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs. On peut peut-être regarder ici le leaderboard. Non? Bon. Ah si, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut regarder le nombre d'utilisateurs en tout? Hmm.
Regarde, il y a 84 000 pages et il y a 25 personnes par page, donc on va dire 85 000. Donc il y a 2 millions d'utilisateurs. Donc avec cette adresse-là, je suis dans le top 6 000 sur 2 millions d'utilisateurs. Donc je sais que cette adresse, si un jour il y a un airdrop, bah, ça devrait pas être dégueulasse ce que je devrais recevoir. Bref, donc voilà pourquoi, tu vois, tout con là, tu vois, utiliser Jumper, ça te permet de gagner des points pour, pourquoi pas, bah, cumuler un airdrop. Alors, du coup, comment on fait pour passer d'une blockchain à une autre? Bah, c'est assez simple. Toi, tu choisis une blockchain. Par exemple, ici, on va prendre Base. Donc là, sur la blockchain Base, tu vois que j'ai 1700 USDC. Donc, je peux ensuite sélectionner une blockchain d'arrivée. Alors, bien sûr, il faut connaître tous les logos. Donc ça vient avec la pratique. Mais si, par exemple, je veux les envoyer sur Arbitrum. Arbitrum, c'est un autre layer 2. Ben, je sélectionne Arbitrum, je sélectionne USDC et là, je peux envoyer sans USDC de la blockchain Base à la blockchain Arbitrum. Alors, ce que tu vas remarquer, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs routes. En fait, Jumper, c'est ce qu'on appelle un comparateur de pont, un comparateur de routes. Donc là, il va me montrer toutes les routes possibles avec le temps. Donc là, par exemple, cette route-là, ça me prendra 3 secondes et ça va me coûter quasiment rien, quoi. J'envoie 100 $ et je récupère 99,98. Donc, je vais juste perdre 2 centimes. Tu as des routes qui sont peut-être un peu plus chères. Par exemple, celle-ci, qui dure 20 secondes, va me coûter 40 centimes. Alors, on a l'impression que ça coûte pas très cher, mais si tu veux envoyer un plus gros montant, par exemple 100 000 $, là, tu vois que bah, si je passe par eux, ça prendrait 21 minutes et ça va me coûter 10 centimes. Par contre, si je veux passer par le plus rapide, 6 secondes, là, tout de suite, ça me coûtait 11 $. 11 $ pour celui-ci, 50 $ ici et là, encore pire, là, je perds quasiment 400 $. Je sais pas si tu as vu le dernier avant que ça s'affiche. Bah, 400 $. Donc bien sûr, je vais pas utiliser celui à 400 $, je vais utiliser celui qui me coûte le moins cher ou si j'ai pas le temps, celui qui est le plus rapide. Donc moi, par exemple, j'aurai le temps ici, donc je pourrais utiliser celui-ci qui va prendre 21 minutes à peu près et qui va me coûter juste, la bagatelle de 10 centimes. Donc voilà, ça c'est pour passer d'une blockchain à une autre et donc ça fait partie de l'arsenal, des outils que l'on doit utiliser. Alors je termine par un dernier truc qui est important et c'est pour ça que j'aime particulièrement Radi, heu, si on en revient aux blockchains. Donc je pense que tout le monde le sait dans ton audience, pour utiliser une blockchain, il faut payer des frais de transaction. Alors c'est un peu bizarre pour ceux qui connaissent pas, mais effectivement, pour utiliser la blockchain, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, il va falloir payer, 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 payer. Et avec quoi est-ce qu'on doit payer? On doit payer avec ce qu'on appelle la crypto native, le coin natif de la blockchain. Donc sur Ethereum, lorsque je vais faire une transaction, il faut que je paye avec de l'Ether. Si je suis sur la Binance Smart Chain, il faut que je paye avec du BNB. Sur la Layer 1 de AVAX, il faut que je paye avec de l'AVAX. Si je suis sur des blockchains qui sont en dehors de l'écosystème EVM, par exemple Solana, il faut que je paye avec du Sol, etc., etc., etc. Pour ça, c'est assez relou parce que eh ben, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, commencer par acheter de l'USDC sur, Mon Pèlerin. Et Mon Pèlerin va t'envoyer de l'USDC. Mais une fois que tu as de l'USDC sur ton wallet, en fait, tu peux rien faire parce que pour interagir, faire quelque chose, il te faut de l'Ether pour payer les frais de transaction. Alors comment tu fais? Alors tu vas me dire: «Bon, bah, pas grave, on va aussi acheter de l'Ether». Oui, sauf que acheter de l'Ether a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que comme tu sais, l'Ether, ça monte et ça descend. Alors, il y a un site horrible qu'il ne faut surtout jamais regarder. C'est un site qui va scanner tes adresses et qui va te dire combien d'argent tu as dépensé en gaz. Et pourquoi c'est horrible? Prends mon exemple. Moi, j'ai commencé en 2017. J'ai commencé quand Ethereum était à 16 $ ou 32 $. Je crois que c'était 16 $. Donc c'est-à-dire que les premières transactions que j'ai faites sur Ethereum et qui m'avaient coûté quelques centimes, peut-être que j'avais, fait, allez, chaque transaction m'avait coûté, on va dire, allez, 10 centimes. Imaginons que j'ai fait 100 transactions. Donc 100 transactions fois 0,1, j'ai payé peut-être 10 $ en 2017. Sauf que l'Ether, il valait 16 centimes, enfin 16 $. Aujourd'hui, comme tu sais, l'Ether vient de retaper les 2000 $. 2000 divisé par 16, ça fait 125. 125 fois 10, ça fait 1250 $. Donc les 10 $ que j'ai payés en fait il y a 7-8 ans, si je les avais gardés en Ether, aujourd'hui, ça serait 1250 $. Alors autant te dire que la somme que je dépense en Ether, c'est une somme à 6 chiffres. C'est fou quand tu y penses. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de transactions.
surtout en 2020, pendant l'explosion de la DeFi et avec l'explosion de l'Ether, bah, du coup, rapporté en dollars, ça fait quand même beaucoup. Donc, pour moi, acheter de l'Ether et le garder dans son wallet pour payer les frais de transaction, en fait, à chaque fois, ça te fait vendre de l'Ether et je suis pas un énorme fan. Donc, ce que je recommande aux gens, c'est plutôt d'utiliser, eh ben, justement, une fonctionnalité de Rabbi. Tout en haut à droite, tu as ce qu'on appelle le gas tank, je sais plus comment il appelle ça, le gas account. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gas account? En fait, tu peux faire un dépôt de 10, 100 ou tu peux mettre le truc que tu veux, par exemple 78 $ et tu vas pouvoir, par exemple, déposer de l'USDC. Donc, par exemple, si j'ai 1 700 $ d'USDC sur Bale, donc je vais pouvoir, par exemple, déposer, bon, là, je vais pas le faire. Enfin, si, allez, je vais le faire, c'est parti. Donc là, je vais déposer 78 $ sur le gas account. Qu'est-ce que c'est que le gas account? En fait, à chaque fois que tu vas devoir faire une transaction sur n'importe quelle blockchain, là où tu n'as pas de token pour payer le gaz, en fait, Rabbi va te dire, est-ce que tu veux payer avec les USDC que tu as déposés? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Rabbi va prendre tes USDC, va acheter du coup de l'Ether et va payer à ta place les frais de transaction. Donc, c'est un peu comme si tu payais les frais de transaction uniquement avec du dollar. Et je trouve ça assez pratique, surtout pour faire le reporting et le compte rendu de tout ce que tu fais. Tu sais, on verra plus tard avec les autres lives qu'on va faire, mais à chaque fois que tu fais quelque chose, il faut l'écrire quelque part pour se rappeler de ce que tu as fait, calculer combien tu as gagné, perdu. Et ben, ça fait partie des pertes, c'est un coût. Donc, à chaque fois que tu vas dépenser, que tu vas faire une transaction, au lieu de marquer à chaque fois, bah, cette transaction m'a coûté 12 centimes, celle-là 13 centimes, celle-là 1 $, en fait, tu marques pas ça. Tu mets juste 100 $ sur ton gas account. Tu marques ça en perte directement sur ton reporting. Là, j'ai payé 100 $ pour payer le gaz. Et puis, quand c'est à zéro, bah, tu sais que tu as dépensé 100 $. Et puis, tu remets 100 $ et puis tu continues. Donc, je trouve ça extrêmement pratique d'un point de vue comptabilité, extrêmement pratique d'un point de vue expérience utilisateur et surtout extrêmement pratique, du coup, eh ben, d'un point de vue que tu n'as pas acheté de l'Ether aujourd'hui à 2 000 $ et que peut-être tu vas le dépenser aujourd'hui alors que peut-être que l'Ether va repartir à 3 000 $. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, le gas account, c'est très pratique sur Ab. Ouais, là, on obtient un niveau d'efficience quand même plus élaboré que ouais, ce qu'il y avait au démarrage, quoi. Exactement. Surtout qu'en plus, pendant les grosses périodes de bull market, les gens, vu les gains qu'ils pouvaient faire, c'est là où, enfin, ils s'en fichaient de payer des gaz énormes. Alors pour conclure, si tu veux, je peux te proposer quand même une petite stratégie toute mignonne, Ouais, tout simple. bien Donc sûr. une fois que tu as ces USDC sur Base que tu as acheté via Mon Pèlerin, tu as plusieurs types de stratégies. Tu vois, je vais te montrer un petit fichier ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle les briques de Lego des stratégies. C'est-à-dire que chaque ligne, c'est une stratégie. Donc node stacking, liquid stacking, etc. On en reparlera plus tard du coup dans différents lives. Et donc ça, les stratégies, il faut toutes les maîtriser, savoir comment ça fonctionne, quels sont le rendement, le risque, les protocoles. Et puis après, si tu veux, tu peux mixer les stratégies entre elles pour pouvoir faire des trucs un peu plus élaborés. Donc moi, ce que je te propose, c'est aujourd'hui de faire une des stratégies les plus simples, c'est une stratégie de lending, c'est-à-dire une stratégie de prêt. Alors, ça consiste à quoi, faire une stratégie de prêt? Ben, je suppose que c'est comme dans la vraie vie, tu peux prêter de l'argent à quelqu'un contre un intérêt. Bon, ben, c'est ce qu'on va faire. Donc pour ce faire, il y a plusieurs choix sur Base. Moi, ce que je vais recommander, c'est d'utiliser l'application qui est la plus simple quand on débute, c'est Aave. Aave, c'est un peu l'équivalent d'une banque. Qu'est-ce que fait une banque? Elle prend l'argent des déposants et elle va prêter cet argent ou elle va l'investir et elle va se rémunérer comme ça. La banque va garder du coup les intérêts, va peut-être te reverser une petite partie pour te remercier d'avoir déposé. Et donc en fait, Aave fait exactement la même chose qu'une banque. Aave va collecter l'argent de déposants et le prêter. La seule différence, c'est que Aave va prendre une toute petite commission sur l'argent qui est prêté et le gros des taux d'intérêt qui sont du coup payés par ceux qui empruntent t'est reversé à toi. Alors, on va donc sur l'application Aave et donc on va aller sur la blockchain Base. Donc on va descendre ici sur Base. Et puis une fois qu'on est sur Base, alors malheureusement tout est en anglais, on a ici Asset to Supply, ça veut dire les actifs que l'on peut déposer et les actifs que l'on peut emprunter. Nous, encore une fois, on veut déposer de l'argent. On a des USDC, je rappellerai juste après ce que c'est que l'USDC. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supply, donc déposer. Donc là, on a un rendement
de 3,71%. Donc, on va déposer par exemple 100 USDC. Alors, lorsqu'on fait une transaction sur la blockchain, sur l'écosystème Ethereum, il faut toujours faire 2 transactions. Ça aussi, c'est un peu contre-intuitif. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire 2 transactions? En fait, c'est simplement des normes, de programmation. Donc c'est un standard. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va autoriser les AAV à prendre nos USDC. Donc c'est un peu comme quand tu déposes l'argent dans une banque. Avant de déposer l'argent dans la banque va te dire: «Bon, signez les papiers, autorisez-nous à» voilà. Donc c'est ce que tu vas faire, tu vas autoriser AAV à, prendre 100, USDC depuis ton adresse. Alors là, c'est un peu technique, mais moi, pourquoi est-ce que j'ai oublié de dire aussi pourquoi est-ce que je recommande Rabby? C'est qu'en fait, Rabby, c'est un wallet qui va te montrer ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va simuler ta transaction. Alors, ça peut paraître, logique pour la plupart des gens qu'effectivement, bah, avant de faire une transaction, un wallet va te dire: «Bah, attention, ce qui va se passer», mais en fait, la plupart des wallets ne le permettent pas. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Imagine, j'étais sur le mauvais site de AAV. Je me trompe et je suis sur un faux site AAV qui ressemble à AAV et le faux site de AAV me propose de déposer 100 USDC. Ben, je pourrais déposer 100 USDC sur un faux AAV et du coup perdre mes USDC. Mais grâce à Rabby, en fait, Rabby me dit tout ce qui va se passer. Donc il me dit: «Attention, tu interagis avec le protocole AAV V3». Pardon, j'ai zoomé ici, ouais. AAV V3. Donc je sais que je suis sur le bon site et que je vais interagir avec les bons protocoles. Alors là, par contre, il me dit: «Attention, tu n'as jamais interagi avec AAV V3 avant». Oui, parce que moi, personnellement, je n'utilise pas AAV. Alors pour plusieurs raisons. La première, comme vous avez vu, c'est que ça rapporte 3,71%, donc c'est pas vraiment le type de rendement qui m'intéresse, mais on s'en fout. On est là pour apprendre, on est là pour débuter. Donc si vous avez jamais utilisé, ça sera marqué non. Et là, il me dit le nombre d'USDC que j'ai, donc j'ai 1624 USDC. Par contre, là, il me dit combien de tokens est-ce qu'il va autoriser. Et c'est là le premier problème. Là, il me dit qu'il va autoriser 115 milliards de je sais pas quoi. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'en fait, normalement, à chaque fois que tu dois faire une transaction avec un protocole, il faut que tu autorises le montant exact. Sauf que c'est chiant. T'imagines, à chaque fois que tu dois faire une action, il faut d'abord autoriser et ensuite faire l'action. Autoriser et faire l'action. Et donc, ça embête certains gens, certaines personnes. Et donc, bah, certaines applications, comme AAV, et c'est très mauvais qu'ils le fassent, disent, bah, tu sais quoi, donne-nous une autorisation illimitée sur tes fonds. Donc là, en faisant ça, je donne à AAV un accès illimité à mes fonds et il pourrait prendre du coup les 1624 que j'ai. Alors bien évidemment, AAV, c'est pas une entreprise. AAV, c'est, rappelle-toi, un logiciel, un smart contract sur la blockchain. Et c'est un smart contract qui a une liste de fonctionnalités qui est précise. Donc, dans la liste de fonctionnalités, AAV ne peut pas prendre mes 1624. C'est impossible qu'AAV les vole. Mais tu as des protocoles dont les fonctionnalités peuvent récupérer davantage d'argent. Et si un jour ce protocole se fait hacker ou qu'il y a quelqu'un qui arrive à contrôler ces actions-là, il pourrait récupérer du coup tout l'argent que j'ai sur cette adresse. Bon, c'est pas le cas de AV, on est quand même assez en sécurité sur AV, c'est pour ça que je le recommanderais. Mais là encore une fois, on va prendre les comment ça s'appelle? On va prendre les bonnes habitudes. Donc on va modifier. Je ne vais pas donner un accord illimité à AV. Je vais tout simplement dire: «Non, t'es mignon, mais moi je veux juste déposer 100 USDC, donc je vais uniquement t'autoriser 100». Donc je confirme et là on voit bien que Rabby va autoriser 100 USDC sur le protocole AAV. Donc je vais signer avec la clé privée qui est donc sur Rabby, puisque là j'utilise un hot wallet. Et donc c'est parti, donc la signature est faite. Donc c'est une transaction, donc j'ai payé des frais de transaction dessus, mais ça coûte quasiment rien, hein, 1 centime. Et une fois que la transaction est validée, je vais pouvoir déposer mes 100 USDC. Donc là, une nouvelle fenêtre de Rabby va s'ouvrir et là, il va y avoir une nouvelle simulation. Donc là, on voit le résultat de la simulation. Je vais bien déposer 100 USDC sur AAV. Et là, je vois en échange un plus. Alors effectivement, je vais perdre 100 USDC. Enfin, 100 USDC vont partir de mon adresse. Par contre, je vais recevoir 100 et un truc un peu bizarre, un mot ABAS USDC. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est une preuve de dépôt. Quand tu déposes de l'argent à la banque va te donner un papier en disant: «Bah tiens, c'est le papier comme quoi tu as déposé de l'argent, c'est normal, c'est un reçu», un peu comme un reçu de carte bancaire. Et ben ce token-là, c'est tout simplement un reçu de dépôt. Donc on va signer
Et tout simplement, mes USDC vont être déposés dans AAV et ensuite ils vont être automatiquement directement prêtés à tous ceux qui empruntent de l'argent auprès de AAV. Et donc je vais toucher actuellement 3,71%. Voilà, 3,71% de rendement par an. Alors, il est évident qu'avec 3,71% de rendement, je vais pas aller bien loin, mais c'est pas grave. On est là pour apprendre. C'était pour montrer une des stratégies les plus basiques, qui est de prêter de l'argent. Alors maintenant, on pourrait se poser la question de d'où viennent ces 3,71%. En fait, ils viennent des gens ici qui empruntent à 6,38%. Comment ça se fait que les gens empruntent à 6,38 et que moi je touche que 3,71? Est-ce que ça veut dire que AAV, ces voleurs se prennent 3% dans la poche? Eh ben non. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors comment fonctionne vite fait un système comme AAV? En fait, ça fonctionne sous forme de pool. Donc, mais c'est la même chose que dans une banque. Donc imagine, au lieu de parler d'AAV, imagine une banque. Une banque dans laquelle les gens vont déposer 100 000 euros. Et donc, la banque va prêter ces 100 000 euros. Bon, la banque, elle va, alors comme tu sais, ça marche pas comme ça. La banque va pas prendre ton argent pour les prêter. La banque va créer de l'argent, va utiliser les 100 000 euros comme collatéral, etc. Enfin bref. Mais prenons l'exemple plus simple. Donc en fait, la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va d'abord trouver des clients. Peut-être que le premier client va emprunter 10 000 euros. Le client, lui, va payer par exemple un taux d'intérêt, alors on va prendre des chiffres faciles, de 10% par an. Ce qui veut dire que le client va payer 1 000 $ par an, voilà, 1000 euros, pardon, 1000 € par an d'intérêt. 1 000 € par an qui sont en fait partagés entre tous ceux qui ont déposé, donc ceux qui ont déposé 100 000. Or, 1 000 € par an sur un dépôt de 100 000, ça fait en fait un rendement de 1%. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre combien payent les emprunteurs sur AAV et combien tu touches? Alors, je ne sais pas si on peut voir les chiffres, je crois que c'est en market. Là, si on les voit ici. Donc tu vois qu'il y a 157 millions qui ont été déposés, mais il n'y a que 103 millions qui ont été empruntés. Ce qui signifie que on paye 6,38% sur 100 millions, donc on peut faire le calcul. Donc 103 millions fois 6,38%. Ça génère donc, alors attends, on va faire avec les millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça génère 6,5 millions par an de rendement, sauf qu'il y a 157 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui ont été déposés. Ce qui veut dire que eux, ils ne toucheraient que 4,1%. D'où vient la différence entre 3,71 et 4,1%? Et ben ça, c'est la commission que prend justement AAV pour rémunérer du coup son service. Voilà pourquoi il y a cette différence entre 6,38 et 3,71. Et donc, bien évidemment, plus les gens vont emprunter, et donc de la liquidité, et plus il y a une réduction entre de différence entre les 6,38 et 3,71. Si tout d'un coup, demain, il y a quelqu'un qui arrive et qui va emprunter 50 millions, bon, ben, le taux de rémunération sera bien plus élevé, puisque du coup, 6,38% vont être payés sur 150 millions et non plus sur 100 millions. Et puis, il y a autre chose également de très intéressant, parce que 6%, ça peut être élevé, mais pas vraiment. En fait, il y a cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle la courbe de taux d'intérêt. Et là, on voit qu'en ce moment, il y a marqué 65%. Ça veut dire que 65% de la liquidité qui est déposée, donc 65%, c'est 100 millions de 157 millions. Donc 100 millions sont empruntés. Lorsque 65% de la liquidité est empruntée, le taux d'emprunt est de 6,19%. Et comme tu vois, moins d'argent est emprunté, et moins le taux d'emprunt est élevé. Et inversement, plus les gens vont emprunter et plus ça va être élevé. Imagine que 95% de la liquidité soit empruntée. Alors là, le taux d'emprunt sera de 28%. Alors on peut simuler ça. Donc on a dit qu'il y avait 157 millions qui ont été déposés. Donc si 95% étaient empruntés, ça voudrait dire que 149 millions seraient empruntés. Donc, si 149 millions sont empruntés, ça paiera du coup 28,5% de taux d'intérêt divisé par le dépôt de 157 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça veut dire que le taux de dépôt serait à 27%. Donc là, au lieu de gagner 3%, tu gagnerais 27%. Alors, qu'est-ce qui expliquerait que beaucoup de liquidités sont empruntées? C'est tout simplement les dynamiques de marché. Quand on est dans un marché baissier, il y a moins de demande pour la spéculation, moins de demande pour la liquidité. Du coup, il y a beaucoup moins d'emprunts et donc les taux d'emprunt baissent et donc les taux de rémunération baissent. Quand on est en bull market,
c'est l'inverse. Il y a une forte demande pour de la liquidité. Donc, les emprunts augmentent, le taux d'emprunt augmente et donc le taux de rémunération aussi. C'est pour ça que là, ça paye un maigre 3,71%. Et quand on était en bull market, ça payait plutôt du 10, 12, 15%. Donc voilà, stratégie extrêmement simple, extrêmement basique, très, 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 très peu risqué. AVC extrêmement solide. C'est l'un des plus gros protocoles de la DeFi, la plus grosse banque, en gros, de la DeFi. Et donc, voilà. Donc, voilà comment faire travailler ces USDC de manière relativement simple. Super clair, super intéressant. Je me posais même la question sur la fin de ta démonstration par rapport à ce qui peut se passer quand le marché est haussier, enfin est chaud quoi en tout cas. Donc c'est que les deux pourcentages au supply et au prêt augmentent. Est-ce qu'il y a une situation sur laquelle justement entre la différence entre les 311 et les 6 là pourrait le gap pourrait s'apprécier? Est-ce qu'il y a des situations comme ça? Fait qu'en fait, il y aurait beaucoup de gens qui supply et il y a très peu de gens qui prêtent ou l'inverse. Ouais, quand on est vraiment au fin fond du bear market, c'est ce qui arrive. Mais après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a le principe des vases communicants. Donc là, tu vois que ça paye que 311%. Moi, la première question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les gens laissent leurs 157 millions alors que les prêtés, tu sais, attends, je te repartage l'écran. Screen, entire screen. Alors que dans des stratégies dont on va pas parler aujourd'hui, par exemple, les stratégies de real world assets. Donc, real world assets, en gros, c'est des actifs du monde réel. Et aujourd'hui, dans la crypto, tu peux, je crois, on en avait parlé plusieurs fois, tu peux acheter de la dette américaine. La dette américaine, en ce moment, c'est 4-5%. Donc, pourquoi est-ce que tu as 157 millions qui gagnent 311% alors qu'ils pourraient acheter de la dette américaine tokenisée, donc sur la blockchain, à 4,4%? Ma foi, ça, c'est une grande inconnue. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Alors, la théorie que j'ai, c'est que AAV, c'est très peu risqué, que certes, en ce moment, c'est 3,71%, mais il y a une semaine, c'était un peu plus, il y a quelques mois, c'était un peu plus. Donc même si là, il gagne moins, bah, en moyenne, sur l'année, il gagne un peu plus. Je sais pas. Je crois qu'il y a le taux moyen. Ouais, il y a le taux moyen sur un mois, c'est 4,4. Donc c'est comme la dette américaine. Le taux moyen sur les 6 derniers mois, c'est 7,11 parce qu'au cours des 6 derniers mois, on a eu un bull market et le taux moyen sur les derniers 12 mois, c'est 6,43. Donc voilà pourquoi les 157 millions pour l'instant acceptent de gagner 311 parce que en moyenne sur l'année, bah, ils ont gagné plus que de la dette américaine. AAV, c'est en plus extrêmement sécurisé comme je t'ai dit. L'USDC, c'est aussi très sécurisé. Donc là, on est vraiment sur la courbe la plus basse du risque. Et donc, bah, les stratégies les moins risquées, tu vois qu'en moyenne, sur l'année, en tout cas depuis les 2 derniers mois, ça a payé 6,43% et au cours des 6 derniers mois, ça a payé 7,11%. Donc, on est quand même assez loin des rendements low risk du monde réel. Le low risk aux États-Unis, c'est du 4%. Le low risk en Europe, c'est du 3%, de 3%. Donc, on est très loin de ces taux-là. Ce qui expliquerait ce gap qui serait expliqué par l'efficience, les différences d'efficience entre les marchés FI et marchés crypto, quoi. C'est ça, Attends. c'est ça. Super intéressant. Ouais, carrément. Bah, tu vois, même comme le degré zéro, finalement, moi, je pensais que ça allait être un peu plan-plan, et franchement, là, j'ai appris, j'ai appris plein de trucs. C'est vraiment top. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses, déjà que tu peux anticiper dont on va parler, sur les prochaines séries, peut-être? Mmh, alors, je pense que, la première chose dont je voudrais parler, c'est les stratégies de gestion de portefeuille. Alors là, je parle pas de trading, mais tu vois, voilà, la première chose que tu fais, c'est tu achètes de l'USDC. Bon, on vit en zone euro, donc déjà, il y a le problème de l'euro-dollar. Donc ça, c'est un problème dont il faudra parler. Ensuite, un portefeuille crypto, c'est pas que des dollars. Tu peux aussi t'exposer à des actifs volatiles, comme l'Ether ou le Bitcoin. Donc, il faudra, dans la prochaine fois, qu'on essaie d'imaginer des portefeuilles en fonction de son profil de risque, en fonction de l'état du marché. Par exemple, est-ce qu'il faut avoir que des USDC? Est-ce qu'il faut avoir moitié Ether, moitié USDC, moitié Bitcoin, moitié Ether? Enfin, tu vois, ce genre de truc. Donc, créer différents portefeuilles. Et ensuite, il faut s'intéresser aux stratégies que l'on veut faire. Donc, moi, personnellement, je fais pas de trading, je fais pas de spéculation. Alors, j'ai un portefeuille spéculatif, mais c'est 33% de mon portefeuille global. Les 66%, c'est du portefeuille de rendement. Et je fais du rendement avec deux types d'actifs.
les actifs volatiles, donc Bitcoin et Ether. Donc, c'est l'équivalent de quelqu'un qui achèterait des actions à dividendes. Et donc, il est exposé aux variations du marché action, mais il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le rendement, les dividendes. Donc, j'ai ces stratégies-là avec le Bitcoin et l'Ether. Bon, la différence par rapport aux actions, c'est que c'est de la crypto. Donc, ça nécessite toutes les mesures de sécurité dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Et je fais ensuite ça avec des devises, donc du dollar. Donc ça correspondrait à quelqu'un qui ferait de l'obligataire. Donc concrètement, moi, ce que je fais, c'est du rendement sur des devises, donc entre guillemets, un peu comme un portefeuille obligataire ou de prêt. Et ensuite, je fais du rendement sur des actifs qui bougent, donc ça serait l'équivalent de quelqu'un qui achète des actions à dividendes. Et il y a des choses que je fais pas, mais qui intéresseront fortement ton audience, c'est qu'on peut mélanger les deux. C'est-à-dire que je paie dans la crypto et faire de l'obligataire. Je peux être dans la crypto et faire de l'immobilier locatif. Je peux être dans la crypto et mélanger tout ça. Donc, je pense que la prochaine session pourrait parler des différentes possibilités qui existent de portefeuille. Et ensuite, plus tard, on verra, OK, maintenant, comment on fait du rendement concrètement. Donc là, on a vu une stratégie de rendement qui est basique. Je prête des USDC. Il y a d'autres stratégies de rendement, stratégie obligataire, stratégie de marché locatif. On a aussi maintenant des actions qui sont tokenisées, donc on peut aussi faire les deux. Je peux aujourd'hui acheter des actions sur la blockchain, toucher un dividende. Il y a une boîte qui fait ça. Je peux aussi acheter du S&P 500 et je peux générer du rendement aussi avec du S&P 500. Donc tout ça sur la crypto, c'est possible et donc on verra ça petit à petit. J'ai hâte. Merci beaucoup, Pascal. Merci Vaco. À bientôt. Ça. Si cet épisode t'a plu, je te recommande l'épisode 227 avec Pascal également, où vous revoyez tout le panorama des manières de faire du rendement sur la DeFi. Une bonne manière pour toi de commencer à regarder ce dont on va parler un peu plus en détail dans les prochaines sessions. Bonne écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.